bienvenue à tous et je remercie la ville de Royan qui nous fait l'amitié de nous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie des prix de l'Académie de Saintonge 2022. Et puis, je vais vous demander immédiatement, d'ailleurs, de tester votre force d'applaudissement pour Blake Jones, qui va retransmettre cette cérémonie, comme vous le savez, en direct sur YouTube au moment même où elle a lieu. Et puis, elle y restera pendant plusieurs semaines et mois. Et il vient spécialement d'Allemagne avec sa technologie pour permettre cette réalisation et cette retransmission. Mesdames et messieurs, Blake Jones qui est en régie. Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du département, chers collègues, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants des institutions culturelles, de l'université et de la presse, chers amis, bienvenue à cette cérémonie. Et puis, je n'oublie pas aussi, vous aussi, donc, qui nous regardez sur vos écrans, puisque cette cérémonie est retransmise, et même retransmise en direct. Puisque je vous parle d'images et de retransmission des images, je voudrais vous parler aujourd'hui de M. Gaudin. Alors, non pas Henri Gaudin, l'architecte, grand prix de l'Académie en 2020, mais Gaudin, l'inventeur, né à Saintes, bien avant, il y a bien plus longtemps. Je voudrais vous parler de Marc-Antoine Gaudin. Et pendant que j'y suis d'ailleurs de toute sa famille, j'ai fait leur connaissance cette année au musée d'Orsay à Paris dans une exposition assez sensationnelle qui s'appelait « Enfin le cinéma » et qui était consacrée aux courants artistiques et techniques qui ont précédé et annoncé la naissance du 7e art. Souvenez-vous, quand Monet, Caillebotte ou Degas se passionnaient pour des sujets presque impossibles à représenter en peinture, le temps qui passe, le vent, le mouvement. Ils cherchaient en fait à dépasser les limites de l'image fixe et plate. Et ils n'étaient pas les seuls à se pencher sur la question. Un mur entier, au musée d'Orsay, donc un mur de musée de 5 mètres sur 4, reproduisait la photo d'une famille du Second Empire en train de regarder dans d'étranges appareils conçus à cet effet des vues stéréoscopiques. Cette vue, cette famille du Second Empire, eh bien, c'est la famille Gaudin, des Saintais, assez extraordinaires, des pionniers de la photographie. Marc-Antoine Gaudin, Marc-Antoine, est né le 16 Germinal en 12. Alors je vous traduis tout de suite, ça fait le 5 avril 1804. Il est né rue des Récollets à Saintes où son père tenait une boutique. Marc-Antoine, c'est l'aîné de 3 frères qui vont travailler ensemble. Et lui, c'est le savant. Il brevette plusieurs inventions en chimie, en optique. Il est parmi les premiers à fabriquer des daguerréotypes, ces images sans négatif, qui s'impressionne directement sur une plaque d'argent poli. Alexis Gaudin, son jeune frère, a 12 ans de moins. Il est né aussi à Saintes. Marc-Antoine le prend sous son aile assez rapidement et l'initie à la technique. Et ils créent ensemble, à Paris, l'un des tout premiers ateliers de photographie. On est en 1843, sous Louis-Philippe, et ils ont vite assez de succès pour ouvrir une succursale à Londres. Le public s'enthousiasme à cette époque-là pour la photo, qui a bientôt son journal spécialisé. Ce journal s'appelle La Lumière. Alexis Gaudin en est le propriétaire et Marc-Antoine, le savant, le rédacteur en chef. Et puis les ventes s'envolent, parce que c'est un sujet vraiment formidable à l'époque. Marc-Antoine publie un livre exceptionnel, toujours très recherché, et réédité d'ailleurs aujourd'hui par la BNF, qui s'appelle « Le vade-mecum du photographe », abrégé du daguerréotype et de la photographie sur papier. Sous le Second Empire, leur 3e frère les rejoint. Il s'appelle Charles. Il est là, en photo, avec Alexis. Alexis est à gauche et Charles à droite. Il s'appelle Charles. Alors lui, c'est un bébé. Il est né encore 10 ans plus tard. Dans cette famille, on avait un fils tous les 10 ans, semble-t-il. Donc, il a, lui, un grand sens des affaires et du goût du public. Et tout Paris se presse dans leur magasin. On y trouve des appareils photo, des plaques de verre, des visionneuses, bien sûr, et puis ces fameuses photos stéréo qui recréent l'illusion du relief et de la profondeur.
C'est la grande spécialité des Gaudin. Alexis dirige la fabrication. Il y a plus de 5000 vues stéréo qui sont accessibles dans leur magasin, en noir et blanc ou en couleur. On y voit le Paris d'Haussmann, et puis bientôt des photos du monde entier qui sont proposées aux clients, bien sûr, mais aussi aux simples curieux, avides de voyager en photo, à un moment où le chemin de fer généralise le goût des excursions et du tourisme. Les Gaudin font partie de ces pionniers qui nous ont appris à porter sur le monde un nouveau regard, avec cette passion pour la perspective que les peintres de la Renaissance avaient résolue à leur façon, mais qui, sous le nom de troisième dimension, devient leur marque de fabrique. Ils sont aussi en phase avec une curiosité bien de leur temps, celle qui pousse les limonadiers, à l'époque, à créer des terrasses devant leur café, pour que le client regarde, mais aussi se laisse regarder. Comme la photo devient accessible, on va dans l'atelier du photographe voir à quoi ressemblent les personnes fameuses, les célébrités. Et puis quand la photo devient accessible, eh bien Monsieur Tout-le-Monde peut aussi se faire immortaliser. Alors on découvre sa propre apparence, mieux que dans un miroir, ou autrement que dans un miroir. On apprend à prendre la pose. Et pour une photo stéréo, les Gaudin prenaient en réalité, vous le devinez, 2 photos, avec 2 clichés identiques en modifiant très légèrement la position de l'appareil. Avec le temps de pose nécessaire, cela veut dire que le modèle ne bouge pas d'un cil pendant la première photo, ne bouge toujours pas pendant que l'on déplace l'appareil et reste encore tout à fait immobile pour la deuxième photo, sinon eh bien, il y aurait du flou. Alors inutile de dire qu'il devait y avoir des ratés. Les Gaudin, avant même le cinéma, nous ont aussi appris à cadrer, c'est-à-dire ce que font les cinéastes, à découper une fenêtre imaginaire dans la réalité, dans le monde qui nous entoure, en isolant ces scènes de la vie de tous les jours qui seront, 30 ans plus tard, les sujets des premiers films des Frères Lumière. Ils ont été enfin des pionniers de la mise en scène, car ils sont passés du portrait à des scènes de groupe, des scènes en mouvement, où tout le monde, c'est toujours pareil, doit rester figé au milieu d'un geste. Sinon, une partie de l'image était floue. Alors imaginez le travail. C'est probablement la raison pour laquelle ils utilisaient beaucoup les membres de leur propre famille comme modèle, parce qu'évidemment, eux, ils étaient entraînés. Ce qui nous donne le plaisir, à nous aujourd'hui, de retrouver sur leurs photos les frères Gaudin eux-mêmes, Marc-Antoine, Alexis et Charles, mais aussi mesdames et mesdemoiselles Gaudin qui étaient mises à contribution. Dans cette scène de jardin, vous avez Alexis et Charles avec un inconnu, les demoiselles qui jouent au volant, je crois, et madame qui arrose tout le monde avec le jet d'eau. Donc on a toute la famille Gaudin. De très beaux livres ont été consacrés, un très beau livre spécialement a été consacré à ces frères Gaudin par l'historien de la photo Denis Pellerin. Ils font partie, tous les trois, eh bien vous connaissez ma formule, de ces Charentais que le monde nous envie, comme les lauréats de cette année, que nous allons découvrir et applaudir dans un instant. Et puis ce palmarès 2022 sera suivi d'un événement très important pour notre Académie, la réception officielle de 2 nouveaux académiciens, Emmanuel de Fontaigneux et Christophe Lucet. Et comme cela se faisait en fait dans la famille Gaudin, nous les avons mis immédiatement à contribution et ils participeront dès aujourd'hui à la remise des prix. Je vous remercie. Je m'assois pour vous annoncer que nous allons décerner le palmarès 2022 de l'Académie de Saintonge. Et je vais demander au directeur adjoint de l'Académie de Saintonge, Jean-François Girard, de nous annoncer le Grand Prix 2022 de l'Académie. Bonjour à tous. Le Grand Prix 2022 de l'Académie de Saintonge est attribué à Michael Launay, ici présent, et qui veut bien me rejoindre, et à André Delédic, qui sont les 2 auteurs d'un dictionnaire amoureux des mathématiques. Oui, oui, dictionnaire amoureux des mathématiques, parfaitement. Et l'occasion qui nous est donnée de vous décerner ce prix sera aussi l'occasion de nous expliquer la démarche qui fut la vôtre. Venez dans la lumière. Oui. Votre Grand Prix dans la lumière, voilà.
Alors, vous serez d'accord pour que je me permette d'excuser l'absence d'André Deledic, qui aurait aimé vous rejoindre, consacrant l'œuvre à 2 voix. Mais je vais vous raconter, dans le vif du sujet, comment j'ai découvert Michael Launay. Pas au téléphone, non. Sur YouTube, il propose un petit film intitulé « Comment monter un escalier ». C'est lui le mathématicien. Comment monter un escalier, qui m'a fait comprendre, en m'amusant, un truc un peu compliqué, comme la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est 1 plus 2 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. C'est pas inutile. Mais si vous êtes intimidé par les 700 pages de ce dictionnaire amoureux des maths, commencez par lui rendre visite. Procurez-le-vous, feuilletez-le-vous, vous allez vous arrêter sur certains points. Et il a aussi, c'est un des aspects qui nous a conduit à vous décerner ce grand prix, vous avez une chaîne qui s'appelle Micmath. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous allez me remercier. Pardon. Ça, c'est pour comprendre la suite de Fibonacci et pour comprendre aussi comment le Rochelet que vous êtes, peut-être susceptible de le redevenir, Michael Launay, a choisi de faire aimer les mathématiques au grand public. Oui, oui, parfaitement. Que le grand public, enfin, s'intéresse aux mathématiques. Il faut retourner à ces années au lycée Valin, La Rochelle. L'un de ses professeurs, Dominique Soulet, avec un D et non pas un L, il y a une faute de frappe, animait un atelier mathématique et pour attirer du monde, il placardait chaque semaine une énigme dans le couloir. C'est ça. C'est comme ça que le jeune Launay s'est pris au jeu, le jeu qui l'a conduit à l'école normale supérieure, à une thèse de mathématiques sur les probabilités. En 2022, écoutez bien, sa chaîne Micmath compte 600 000 abonnés. Donc vous voyez que c'est pas une langue étrangère, les mathématiques. Et sa vidéo la plus populaire, la face cachée des tables de multiplication, oui, parce que ça c'est encore utile, hein, on est tous d'accord, a été vue plus de 4 millions de fois. Vous corrigez si ces chiffres le méritent. Ça doit être ça. Bon, merci. Alors aujourd'hui, à la suggestion des éditions Plomb, pour leur prestigieuse collection des dictionnaires amoureux, Michael Launay s'est associé avec un grand nom de la discipline, André Deledic, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a dirigé l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, sujet toujours d'actualité, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui a surtout, vous regarderez sur Google comme tout le monde, le concours Kangourou des mathématiques, auquel participent rien de moins que des millions d'élèves. Ce débat sur la place des mathématiques, je vous laisserai en dire quelques mots sûrement, est précisément une des raisons qui a conduit l'Académie à privilégier ce prix, outre le talent de ses auteurs, outre la portée de la discipline, mais de contribuer à ce débat sur la place des mathématiques dans la formation de nos enfants. Alors, avec le talent de rester toujours clair, sans renoncer à la profondeur, on ne renonce à rien en mathématiques, les auteurs nous prouvent que les mathématiques peuvent, mais oui, se savourer, bien sûr, et ils le font avec un sens aigu de la surprise et de l'humour. Par exemple, combien y a-t-il de feuilles dans un millefeuille ? Oh. Jusqu'à combien peut-on compter sur ses doigts ? Allez-y. Vous trouverez dans leurs livres les aventures des explorateurs de la cohérence, des nombres aux propriétés magiques, des raisonnements jubilatoires, j'ai bien dit jubilatoires, et vous tomberez peut-être à votre tour amoureux des mathématiques. Vous conviendrez que ça méritait que l'Académie consacre à cet ouvrage son Grand Prix 2022. Merci. Je vous propose de regarder le film dont parlait Jean-François sur les différentes façons de monter un escalier avec Michael Launay en personne.
la règle du jeu, c'est on a un escalier avec quelques marches, et on a le droit de monter ces marches soit une par une, soit deux par deux, et de combien de façons est-ce qu'on peut le faire? Alors, le plus simple, c'est de commencer par un escalier à une seule marche. Donc, si on a un escalier comme ceci à une seule marche, de combien de façons est-ce qu'on peut monter cette marche? D'une seule façon, on peut monter cette marche comme ça. Alors, on va le noter. Je vais prendre des petits papiers. Donc, si on a une marche, eh bien, il y a une façon de monter cette marche. Donc, je vais mettre le petit 1 ici. Maintenant, on peut se demander combien il y a de façons de monter deux marches. Alors, si je veux monter deux marches, eh bien, soit je fais 1, 1, comme ça, soit je fais 2 d'un coup, comme ça, et puis c'est à peu près tout. Donc il y a deux façons de monter ces deux marches, donc je vais reprendre un papier comme ceci, et puis donc je note, pour m'en souvenir, il y a deux façons de monter deux marches. Bon, et puis on peut continuer, combien il y a de façons de monter trois marches? Alors trois marches, je peux faire 1, 1, 1, ou alors je peux faire 1, 2, ou alors je peux faire 2, 1. Et puis c'est à peu près tout. Donc 1, 1, 1, 1, 2 ou 2, 1. Donc il y a trois façons de monter trois marches. Alors là on se dit qu'on tient peut-être une certaine logique. Il y a une façon de monter une marche, deux de monter deux marches, trois de monter trois marches. Donc on va se dire peut-être que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc essayons de voir ce que ça donne avec 4 marches. Alors avec 4 marches, on peut faire 1, 1, 1, 1, ce qui fait une façon. On peut faire 2, 2, ce qui fait deux façons. Et puis après, on peut faire 1, 1, 2, ce qui fait trois façons. On peut faire 1, 2, 1, ce qui fait quatre façons. Mais on peut aussi faire 2, 1, 1, ce qui fait 5 façons. Et là, je crois que je les ai toutes. Donc en fait, la logique qui semble se dégager semble ne pas être exacte, puisque en fait, là, ici, eh bien, on a 5 façons de monter 4 marches. Alors là, maintenant, on peut se dire, mais quelle est la logique de ces nombres-là? 1, 2, 3, 5, quel va être le nombre suivant? Alors on peut les énumérer, ou alors on peut essayer de commencer à réfléchir et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon de penser ces différentes manières de monter l'escalier qui va nous permettre d'économiser du temps et de ne pas toutes les énumérer à chaque fois. Donc par exemple, je peux commencer par monter une marche, comme ça. Et quand j'ai monté une marche, là, eh bien, comme je veux en faire 5 au total, il m'en reste 4. Donc là, il me reste 4 marches à faire. Mais en fait, j'ai déjà compté de combien de façons différentes est-ce qu'on peut monter 4 marches. Je l'ai marqué ici, il y a 5 façons de monter 4 marches. Donc si je commence par une marche comme ça, il me reste 5 façons de monter les 4 suivantes. Et maintenant, si je ne commence pas par une marche, eh ben, j'ai qu'un autre choix, c'est que je commence par 2 marches. Et si je commence par 2 marches, eh bien, il me reste 3 marches à monter, et il se trouve que j'ai déjà calculé de combien de façons on peut monter 3 marches, eh bien, il y en a 3. Donc si je commence par une marche, j'ai 5 possibilités, si je commence par 2 marches, j'ai 3 possibilités. Donc au total, ça me fait 5 plus 3 possibilités. Donc j'ai 8 façons de monter ces 5 marches. Et puis après, on peut continuer comme ça, une fois qu'on a compris cette logique. Si je veux monter 6 marches, soit je commence par une marche, et dans ce cas-là, il m'en reste 5 à monter, et il y a 8 façons de le faire. Soit je commence par 2 marches, et il m'en reste 4 à monter, et il y a 5 façons de le faire. Donc le nombre de façons de monter 6 marches, c'est 5 plus 8. Et donc 5 plus 8, ça va faire 13. Et là, vous comprenez la logique. Comment est-ce qu'on a obtenu 13 en faisant 5 plus 8? Comment on a obtenu 8 en faisant 5 plus 3? Et puis le 5, on se trouve que en fait, ça marche encore, puisque le 5, c'était bien égal à 2 plus 3. Et puis 3, c'était bien égal à 2 plus 1. Et cette suite, il se trouve que c'est une suite qui est très célèbre dans l'histoire des mathématiques, puisque c'est la suite qui s'appelle la suite de Fibonacci. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, vous allez pouvoir vous amuser chez vous en montant vos escaliers d'une façon différente tous les jours. Et d'ailleurs, petit exercice supplémentaire si vous voulez, cette vidéo était contrainte par ma propre souplesse qui fait que je n'étais pas capable de monter 3 marches d'un coup. Mais si j'avais été plus souple, de combien de façons est-ce que j'aurais pu monter ces marches? Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, je voulais évidemment vous remercier. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui ce prix. Merci beaucoup aux académiciens, aux académiciennes d'avoir choisi ce dictionnaire amoureux des mathématiques qu'on a écrit avec André. Donc André qui effectivement,
vous prie de l'excuser, puisqu'il aurait aimé être avec nous, mais il n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui. Et ce dictionnaire amoureux, sa démarche, c'est vraiment d'essayer de montrer à quel point les mathématiques peuvent être diverses et à quel point elles peuvent être accessibles à tous et toutes, et à quel point elles peuvent créer des liens entre les différentes disciplines. Et en ça aussi, je suis très heureux d'être ici dans cette Académie de Saintonge qui mélange, là, si on le regarde d'un œil sur le programme, on voit à quel point les disciplines y sont mélangées. Et les mathématiques peuvent vraiment avoir ce rôle de plateforme sur lesquelles différentes disciplines se rencontrent, dans lesquelles différentes personnalités, différentes générations se rencontrent. J'ai écrit ce livre avec André, dont je lisais moi-même les livres quand j'étais au collège. Mon premier livre de mathématiques était une encyclopédie kangourou des mathématiques au collège, écrit par André Dalédic et Claudie Misnard. Et donc, quand un jour André m'a proposé d'écrire ce livre avec lui, j'étais tout ému et très heureux. Et effectivement, les mathématiques permettent de faire cette rencontre, permettent de mélanger les genres. On peut faire, évidemment, il y a des liens qui sont un peu évidents. On peut mélanger les mathématiques avec l'astronomie, on en parle un petit peu. On peut mélanger avec les différentes autres sciences qui sont mathématisables, mais également avec la littérature, avec la pâtisserie. On parlait de l'exemple du millefeuille. Alors, c'est une arnaque, hein, les millefeuilles n'ont pas millefeuille. On peut faire des millefeuilles à millefeuille, mais c'est très compliqué. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la recette, en tout cas, d'y passer autant de temps. Parce que 1000 est un nombre un peu trop compliqué à atteindre par des pliages. Bon, c'est comme ça, c'est dommage, mais il faudrait dire... Les 1001 feuilles, c'est plus facile. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, voilà, ces mathématiques permettent de faire à la fois dialoguer les différentes disciplines, et puis de faire dialoguer, je disais, les générations, les différentes personnes, celles qui sont plutôt littéraires, celles qui sont plutôt scientifiques, même si... Cette délimitation est toujours un peu floue et qu'en fait, on est toujours un petit peu scientifique, un petit peu littéraire, un petit peu d'autres choses. Il y a tout un mélange. Et puis, c'est une discipline qui permet vraiment de prendre du plaisir à comprendre, à être curieux, à voir comment le monde fonctionne, et une discipline qui est assez simple à pratiquer parce qu'il suffit d'avoir sa tête sur soi. Il n'y a pas besoin, comme pour d'autres disciplines où il faut du matériel, où il faut avoir des choses sous la main, il faut avoir un télescope, où il faut avoir, encore que l'astronomie, on peut observer aussi à l'œil nu. Mais il suffit d'avoir sa tête, d'y réfléchir, et puis on peut commencer à s'attaquer à des petits problèmes, et puis ça peut nous mener très très loin. Et c'est ça qui fait aussi la beauté des mathématiques et la beauté de cette discipline. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir contribuer un petit peu à partager cet enthousiasme, et j'espère que vous pourrez, vous aussi, si vous plongez dans ce dictionnaire ou si vous aimez les mathématiques d'une autre manière, parce qu'il y a plein de façons de le faire, participer à cet enthousiasme pour les mathématiques. Merci. Merci. Et l'Académie de Saintonge est heureuse et émue parce que c'est la première fois dans le cours de notre histoire que le Grand Prix est attribué à un mathématicien. Et c'était aussi, ça méritait d'être noté. Mesdames et messieurs, je vais appeler Christophe Lucet. Je vous disais que nos nouveaux académiciens participaient tout de suite. Christophe Lucet pour nous parler du prix de littérature et nous dire à qui il a été attribué. Ce que vous voyez déjà sur votre livre, mais un petit peu de suspense. Alors, notre prix de littérature a été accordé à la romancière Elsa Fotorino pour son roman « Parle tout bas », publié au Mercure de France cette année. Voilà, donc quelques mots sur Elsa. Je lui parle comme si elle était présente pour un motif indépendant de sa volonté, donc elle n'a pas pu être tout de suite parmi nous, mais je m'adresse à elle en lui disant donc qu'avec son 4e roman, donc Parle tout bas, elle s'est hissée l'année dernière sur la liste des Goncourt 2021, donc c'était une belle reconnaissance pour cette jeune romancière de déjà 36 ans, mais qui commence donc à avoir un nom dans le métier. 4 romans déjà, donc avec celui-ci, Mes petites morts en 2009, Une disparition en 2012, et Nous partirons en 2017.
Nous avons été évidemment attirés par ces attaches rochelaises, donc, qui sont très présentes chez elle. Elle est très souvent dans notre région et donc lui est extrêmement fidèle. Ce roman n'est pas un roman facile, hein, c'est un roman qui, selon ses propres termes, est un livre de l'intime. Elsa Fotorino donc, revient sur un épisode de son existence, un viol dont elle avait été victime à l'âge de 19 ans lors d'une promenade en forêt. Alors ce qui frappe dans ce roman, c'est précisément ce qui nous a plu, et c'est-à-dire la partie, je dirais, retenue, pudique, distanciée et subtile de la manière dont elle aborde ce sujet difficile et personnel. 15 ans après les faits, donc le temps a permis que les faits se décantent, la douleur est passée, et donc Elsa est allée dans cette écriture en paix avec elle-même, ce qui nous permet aujourd'hui de voir ressurgir le passé causé par l'arrestation fortuite du violeur qu'il avait agressé dans cette forêt, donc longtemps après les faits. La police judiciaire convoque Elsa, qui n'y pensait plus, ou qui du moins n'y pensait pas de cette manière. Voilà, la surprise est brutale, mais la surprise est aussi une surprise douce, puisque avec ce ressurgissement du passé, eh bien, ce sont les mots qui reviennent, et avec les mots, c'est un roman qui se crée dans une atmosphère presque apaisée. Voilà, et donc il se produit une forme de dédoublement de la personnalité, puisque Elsa, la Elsa d'aujourd'hui, s'adresse comme à une amie, à la cadette qu'elle était. Voilà, elle manie l'ellipse, elle permet aux lecteurs de remplir les pointillés du texte, et elle le fait dans un mode mineur, qui est le mode d'une musicienne. Il faut savoir qu'Elsa Fotorino est donc une grande mélomane, elle est pianiste amateur, elle est rédactrice en chef de la revue Pianiste. Elle collabore à la revue Classica. Voilà, donc parmi ses compositeurs de chevet, il y a Franz Schubert. Et par ailleurs, elle s'attache à faire de la musicologie et à faire ressurgir des figures de compositrices, donc notamment la compositrice romantique Hélène de Montgeroux. Voilà, elle m'a dit, donc Elsa Fotorino m'a dit, donc la musique c'est toute ma vie. Elle m'a ramené dans le monde du langage. Et la parution de ce roman, Par le tout bas, donc est à la fois un hommage à l'intime de nous tous, mais aussi un hommage à la musique, et puis un livre qui est accessible aux femmes et aux hommes de la même manière, pour y trouver une source de vie et une source d'inspiration. Voilà, donc merci beaucoup Elsa Fotorino, et donc nous sommes ravis de vous accorder ce prix de littérature. De l'Académie. Mesdames et messieurs, nous allons décerner maintenant le prix Royan Atlantique 2022. Et c'est Pascal Ferchaud qui vient nous le présenter. Pascal. Bonjour tout le monde. Le prix Royan Atlantique 2022 est décerné à Charline Bourgeois-Taquet. Alors, Charline Bourgeois-Taquet est née le 11 janvier 1986 à Royan. Elle a suivi au lycée Cordouan des études en lettres et découvert le théâtre. Après son bac, elle est partie vivre à Paris, où elle a suivi de longues études de lettres tout en fréquentant les cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet, mentor de Lucchini, Fabrice et Depardieu, Gérard. Hésitant longtemps entre la littérature et le cinéma, elle a travaillé 3 ans dans l'édition chez Grasset, où elle croise notamment Laura Adler ou Jérôme Garcin. Elle décide alors de tout quitter pour faire des films. Un temps, elle désire devenir actrice, mais le producteur Philippe Carcassonne lui conseille, ayant des neurones, d'écrire. Ce qui ne veut pas dire que les artistes n'ont pas de neurones. Les acteurs, en tout cas. N'ayant suivi aucune formation, ni de scénariste, ni de réalisatrice, elle a tout appris sur le terrain en écrivant et réalisant d'abord des courts-métrages autoproduits. Charline est remarquée en 2018 avec son premier court-métrage, fabriqué dans des conditions professionnelles, Pauline Asservie, sélectionnée à la semaine de la critique du Festival de Cannes, puis au Festival de Clermont-Ferrand, où elle reçoit la mention spéciale du jury et le prix de la presse Télérama. Il est présélectionné au César 2020 et récompensé dans de nombreux festivals internationaux. Son premier long-métrage, qu'on a vu récemment encore à la télévision, Les Amours d'Anaïs, avec Anaïs Demoustier et Valeria Bruni-Tedeschi,
et Denis Podalides, a été sélectionné en séance spéciale à la Semaine de la critique lors de l'édition 2021 du Festival de Cannes. Le film se passe en grande partie dans la nature, à la campagne, au bord de la mer, et semble évoquer son enfance en Saintonge-Maritime. Ces décors baignés dans la lumière de l'été apportent de la sensualité à cette comédie romantique. Dans ses interviews, Charline évoque régulièrement son enfance à Royan et montre son attachement à sa Saintonge natale. Je donne la parole. Je vais vous proposer de regarder voilà, une petite présentation du film pour lequel Charline Bourgeois-Taquet est récompensée aujourd'hui par l'Académie, Les Amours d'Anaïs. Pas la peine de courir, on l'a raté. Tu me vois quand t'as le temps, tu me cases, t'avances comme un bulldozer. Oui, je sais, je suis un gros tracteur, tu me l'as déjà dit. Bonsoir, Daniel Moreau-Babin. Anaïs. En fait, je vais vous retrouver là-haut, ça vous dérange pas? Oui. Bonjour, vous êtes Émilie Ducret? Oui. Tu la trompes souvent, Émilie? Je la trompe pas. Tu me crois pas? Bah non. Je suis en train de lire un de vos livres. Je l'ai pas encore fini, mais j'adore. Enfin, j'ai l'impression qu'on a des sensibilités très proches. Pardon, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur, justement. Oui, oui, bien sûr. Bonjour, je suis Anaïs. Ah oui, Anaïs. Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. D'accord. Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie. Vous voulez pas qu'on se promène? Vous écrivez sur quoi? Vous êtes indiscrète. Vous êtes qui, Anaïs? Alors, je vais donner la parole à Charline. Je tenais à remercier chaleureusement tous les membres de l'Académie de Saintonge pour ce prix qui m'honore et qui me touche. Moi, je suis née et j'ai grandi à Royan. Ensuite, j'ai étudié la littérature à Paris, enfin après le bac, mais j'ai jamais fait d'école de cinéma. Et je pense que mon travail de réalisatrice se nourrit beaucoup de mon rapport très intime à la littérature. Et en fait, mes premiers émois de lectrice, c'est à Royan que je les ai connus, et notamment grâce aux cours de professeurs merveilleux au collège, Émile Zola, au lycée Cordouan. Et puis, je crois que j'ai gardé de cette enfance royanaise une sensibilité particulière à la lumière, au scintillement de la mer, ou même à l'atmosphère estivale en général, et ça se retrouve dans mon film. Donc, bref, Les Amours d'Anaïs viennent bien de Saintonge, et je suis heureuse de recevoir ce prix-là pour ce film-là. Merci encore, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de découvrir le prix Champlain 2022 et c'est Emmanuel de Fontaigneux qui nous le présente. Bonjour. Alors, le prix Champlain de l'Académie est décerné à L'étonnant destin de Samuel Champlain, paru aux éditions La Geste en 2020, par Joël Sello. Alors, ce sont des liens très personnels qui rattachent Joël Sello à Brouage, qui est pourtant né à La Rochelle en 1943, et que lui ont dicté ce livre. Sa famille plonge ses racines à Brouage, et la découverte d'une géographie enfantine attribuée à Samuel Champlain, c'est ce que nous explique le livre en tout cas, ouvre à la fois sur le monde d'autrefois. Les souvenirs du petit garçon qu'il y fut s'y articulent avec l'enfance imaginée du jeune Champlain, 4 siècles et demi plus tôt. Le livre s'appuie aussi sur de longues recherches conduites par Joël Sello dans les fonds d'archives de l'Ouest. En dépit du titre, il n'est pas question dans cette biographie romancée, ou il n'est question plutôt dans cette biographie romancée que des premières années de la vie de Samuel Champlain à Brouage, ces années d'apprentissage, de 1572 à 1592, c'est-à-dire avant ses premiers voyages, dans une période troublée,
où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de Dieu. Champlain est le fils d'un capitaine de navire et d'une jeune femme issue d'une famille de négociants enrichis par le sel. Il a grandi dans cette ville neuve, ouverte sur le monde. Il a été formé dans l'atelier d'un architecte cartographe, Charles Ducarlo, et il est bientôt pris sous l'aile d'un oncle par alliance, Guillaume Allen, alias le capitaine provençal, corsaire réputé au service de la cause protestante à La Rochelle. Allen sera son modèle et son mentor, et la mise au jour de la trajectoire exceptionnelle de ce personnage, Guillaume Allen, peu connu, est un des meilleurs aspects du livre, à mon sens. C'est un livre facile d'accès, bien informé sur ce que furent les guerres de religion en Odyssée en Saintonge, avec de belles pages sur les subtilités de la navigation à la voile dans les pertuis, par un auteur qui connaît les bateaux et qui raconte l'histoire en amoureux de la mer. Merci beaucoup. Oui, il est là, Joël, je l'ai vu tout à l'heure. Monsieur Joël Sello, voilà. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Un grand merci à l'Académie de Saintonge et à Monsieur de Fontaigneux. Je suis vraiment ravi et touché pour la remise de ce prix pour un travail que j'ai effectué pendant 6 ans dans les archives de La Rochelle, mais pas qu'à La Rochelle, à Cadix, à Valladolid, à Quimper, à Rennes, à Vannes, où je suis allé pour aller sur les traces de ce personnage saintongé. C'était assez compliqué parce que sur Samuel Champlain, en fait, on a raconté tellement de choses, il y a tellement eu de livres qui ont été écrits sur ce personnage. Mais ce personnage, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui puisqu'il était taisant sur lui-même, sur sa famille. On ne sait pas comment il était, on le représente toujours en seigneur avec des plumes sur la tête, mais il n'y a jamais eu de représentation, il n'y a jamais aussi de récit et d'écrit sur ce qu'il était. Il est complètement taisant, il ne parle jamais de lui. Par contre, ce qui a été curieux dans mes recherches, c'est de tomber sur son oncle Guillaume Allen, dit le capitaine provençal, parce que en fait, on ne parle jamais de lui. C'est-à-dire, je suis le premier à avoir fait les recherches, à faire ces recherches. 150 actes notariés que j'ai transcrits. Alors, pour transcrire ces actes notariés, il a fallu que j'apprenne la paléo, parce qu'une fois que je les avais trouvés, il fallait aussi les lire, et il fallait les écrire. Et là, c'était assez terrible pour moi. Et là, j'ai découvert qu'en fait, Samuel Champlain, ce qu'il était, ce qu'il est devenu, c'est son oncle Guillaume Allen qui a fait ce qu'il était. Il était très riche, son oncle. C'était un corsaire, le corsaire de la reine de Navarre et du prince Condé. Et surtout, c'était le corsaire du sieur de Pile qui a été le premier exécuté à Saint-Barthélemy. Et voilà, toutes ces recherches ont commencé d'abord à Brouage, puisque mon arrière-grand-père avait déjà fait un travail, il était maire de Brouage dans les années 30, et il avait déjà commencé à faire ce travail, et moi, voilà, j'ai continué. Voilà. Bravo. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous allons décerner maintenant un nouveau prix dans notre palmarès, un prix dont l'Académie est très contente et très fière aussi. C'est le prix La Rochelle Université. Vous vous doutez par qui il a été fondé, par La Rochelle Université. Et il sera décerné dorénavant à des personnalités qui se sont distinguées dans les domaines des sciences et de l'innovation. Et c'est Jean-François Girard qui nous présente le premier lauréat du prix La Rochelle Université. Donc le premier dans le temps du prix La Rochelle Université est attribué à Benoît Le Breton, qui devrait nous rejoindre. Il faut qu'il nous rejoigne tout de suite. Qui nous rejoint sur la scène, merci, pour ses films didactiques sur les vasières. Je vais en dire un peu plus.
Vous savez tous qu'entre le Pertuis de Maumusson, au sud, et le phare du Groin du Cou, tout à fait au nord, les côtes de nos territoires sont profondément découpées et depuis longtemps, le mouvement des marées y permet l'ostréiculture et la mytiliculture, qui sont des activités économiques essentielles dans notre région. Animée par Benoît Le Breton, une équipe de chercheurs de l'Université de La Rochelle, associés à des chercheurs du CNRS, ont contribué à comprendre le rôle des vasières. Entre le Grand du Cou et Maumusson, il n'y a que ça presque. À comprendre le rôle des vasières qui se développent sur l'estran. On se souvient que l'estran, c'est la partie entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer. La vase est un sédiment argileux de plus grande taille et se recouvre de microalgues. J'utilise un de vos mots, c'est le microphytobenthos qui constitue la base de la nutrition dans la conchyliculture, c'est-à-dire pour les huîtres et les moules. D'où l'importance de ces travaux. Au-delà des travaux scientifiques qui honorent l'Université de La Rochelle, et je salue le vice-président recherche qui, dans l'ombre, nous écoute, Benoît Le Breton fait partie de ces chercheurs qui ont le souci de partager la connaissance qu'ils découvrent, par tous les moyens. Alors, on en a vu qui prenaient des dessins d'escalier. Benoît Le Breton, lui, a fait des films sur ce sujet-là, et c'est une des raisons, un des arguments qui a convaincu l'Académie de retenir ce prix. Ces travaux, qui ont été conduits donc par des chercheurs de l'Université de La Rochelle, avaient retenu notre attention depuis plusieurs années, et bien avant la décision de l'université de parrainer un prix Sciences et Innovation. D'ailleurs, d'autres chercheurs dans le passé de cette université ont déjà été lauréats d'un des prix de l'Académie. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes particulièrement heureux que le premier prix parrainé par l'Université de La Rochelle, on dit prix La Rochelle Université, comme il faut maintenant, soit attribué à un de vos chercheurs. Et c'est à coup sûr la preuve des liens qui peuvent exister entre différentes communautés académiques, intellectuelles, que sont l'université d'une part et l'académie d'autre part. Ça met en évidence la richesse et la qualité des travaux de notre région, et c'est pour ça que nous vous remercions et sommes contents de vous attribuer ce prix. Alors évidemment, on va regarder de quoi il s'agit, un extrait de l'un des films de Benoît Le Breton. Ces immenses étendues découvertes à marée basse paraissent être désertes. Or, ce sont de hauts lieux de vie où se développent notamment des microalgues. On estime la production des vasières à 12 kg de matière végétale par mètre carré et par an, ce qui représente 70 salades au mètre carré. Sur le littoral de la Charente-Maritime, les sédiments provenant des fleuves se déposent dans les zones abritées et forment 3 grandes vasières. Ces apports de nutriments sont piégés dans la vase et les microalgues les utilisent pour se développer, à l'image des plantes utilisant l'engrais pour pousser. Comme tout végétal, les microalgues se développent également grâce à la lumière et à une température adaptée. Or, la lumière du soleil traversant peu les sédiments vaseux, elles vont aller la chercher en migrant jusqu'à la surface du sédiment. Aussi, logiquement, les microalgues migrent le jour et à basse mer. L'ensemble des diatomées vient former une couche quasi homogène à la surface du sédiment appelée biofilm. Et une fois que leur quota en besoin de lumière est atteint, elles redescendent en profondeur et l'espace libéré est aussitôt occupé par de nouvelles microalgues. Ce cycle de migration s'opère plusieurs fois pendant la durée de la marée basse. Mais les microalgues n'ont pas toujours le temps de redescendre dans la vasière avant l'arrivée de la marée. Avec les premières vagues de la marée montante, le biofilm créé à la surface va être mis en suspension dans l'eau. Et à la prochaine marée descendante, de nouvelles diatomées migreront de nouveau à la surface du sédiment pour former un nouveau biofilm.
Cette alternance entre basse mer et haute mer stimule la production de microalgues, comme la tonte d'une pelouse stimule la repousse de l'herbe. Une fois mises en suspension dans l'eau, les diatomées vont être transportées grâce au courant jusqu'aux huîtres et aux moules qui vont pouvoir bénéficier de cet apport de nourriture produit sur les vasières. Aussi, ce n'est pas l'huître ou la moule qui va chercher sa nourriture, mais la nourriture qui se déplace jusqu'à elle. Bonjour à tous, merci beaucoup à l'Académie de Saint-Onge, je suis très honoré de recevoir ce prix, merci d'avoir pensé à moi. Je me permets. Donc merci beaucoup à l'Académie de Saint-Onge, je suis très honoré. Ce que je note, ce que j'ai pu noter en explorant votre site web, c'est que vous voulez avoir une approche pluridisciplinaire et c'est exactement l'approche dans laquelle on a voulu construire ces projets. Donc quelque part, voir aussi que vous soutenez ça nous pousse à aller dans ce sens-là également et je pense que je suis convaincu que c'est la bonne approche et j'essaye de travailler dans ce sens-là. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire au sein de l'UMR Lien, c'est au sein de l'université en général, donc voilà, merci pour ça. Il y a mon nom sur le diapo, mais clairement le travail il est collectif. On ne peut pas faire du transdisciplinaire ou du pluridisciplinaire sans être collectif. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le travail sur ces films. Je ne suis clairement pas tout seul et je viens les représenter aujourd'hui en espérant bien les représenter. La première personne à qui je pense, c'est Gabriel Mosso, qui a été la cheville ouvrière en fait, de la construction de ces films, qui a passé des heures et des heures et des heures et qui justement qui s'est énormément impliqué dans ce travail. Et en fait, Gabrielle, elle travaillait à ce moment-là au CRC, donc au comité régional conquilicole de Poitou-Charentes, Marennes-Oléron, dans le cadre d'une collaboration qu'on avait montée entre nous, les chercheurs au sein de l'UMR Liens, et puis le CRC. Et c'était ce travail il a été extrêmement soutenu par Laurent Champeau. Sans lui, on n'aurait pas fait tout ce travail, puisqu'il est allé chercher les financements, une grosse partie des financements pour ce projet. Donc voilà, Laurent nous a énormément aidés et ça a été extrêmement agréable de pouvoir échanger avec lui. Ce qui était extrêmement agréable, c'était aussi de voir quelque part qu'on pouvait faire un transfert de connaissances qui pouvait bénéficier aux conquiliculteurs. Et c'est ce qui me semble être aussi quelque chose de fondamental dans le travail qu'on réalise. Voilà, donc Gabriel Mosso, très important. Je voudrais remercier donc Laurent Champeau. Il y a également les collègues Audrey Rivaud et Joanne Lavaux qui ont géré ce projet avec moi. Et puis bien sûr Ramel Combo et Thierry Huillot qui ont aidé également à la réalisation de ces films, au travail sur ces films. Voilà. Donc c'est des projets qui ont été financés par le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et par la Nouvelle-Aquitaine. On a également eu le soutien de l'Université de La Rochelle, ou La Rochelle Université, et bien sûr du CNRS. Donc voilà, je voudrais remercier ces financeurs-là. J'espère qu'on va pouvoir continuer à développer ça. Voilà. Très rapidement, moi, ce qui me semblait fondamental, c'était de faire un transfert de connaissances, de toutes les connaissances qu'on avait pu acquérir sur les vasières, qui me semblent fondamentales. C'est des connaissances qu'on a accumulées depuis 30 ans, une grosse trentaine d'années, et ce transfert vers les conquiliculteurs, il me semblait vraiment important. Je pense qu'on était suffisamment mûrs pour pouvoir le faire. Donc vous imaginez bien que moi je suis là, mais aujourd'hui je peux pas dire que je représente ces gens-là, j'essaie de bien le faire, mais voilà, ça représente le travail d'énormément de personnes qui sont impliquées au sein de l'université, et clairement pas que ces films-là qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, je vous remercie encore pour ce prix, j'en suis très honoré, et je vous remercie au nom de ces personnes-là également. J'ajoute que si vous travaillez là-dessus depuis 30 ans, vous n'avez pas dû commencer très vieux. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de décerner le prix ONIS Sud. Alors, c'est également un prix nouveau à notre palmarès. Nous sommes très contents d'accueillir ce prix qui a donc été fondé par la communauté de communes ONIS Sud. Ce sont les communes, les 24 communes, je crois, qui entourent la ville de Surgères. Et le prix ONIS Sud va vous être présenté par Christine Sébert, qui est... Oui, vite, Christine. Et Pierry Copinel, c'est vous qui le dites, c'est normalement. Oui. Voilà. Donc le prix ONIS Sud est attribué à Pierry Copinel, qui va nous rejoindre. Heureux d'accueillir. Voilà. Pour ses travaux pour contrer les interactions chimiques néfastes aux abeilles. APIS est une unité expérimentale de l'INRAE
situé sur le site du Maniero à Surgères, dont la direction est assurée par Pierrick Opinel. Après des études en biologie et écologie à l'Université de Rennes, Pierrick Opinel intègre l'INRAE, l'ancienne INRA, dans les années 80, où il travaille sur la biologie de l'escargot et son élevage. Avec la société Natural Plants Protection, il met au point un procédé industriel de production d'un insecticide utilisé en lutte biologique respectueuse de l'environnement contre le ver de la pomme. Puis il se consacre au bourdon terrestre utilisé en pollinisation des tomates sous serre avec la société bretonne Savéole. Fin des années 90, les effets soupçonnés d'une nouvelle famille d'insecticides, les néonicotinoïdes, ont fait apparaître un manque des méthodes standards pour évaluer la dangerosité de certaines molécules sur les organismes non ciblés. Non ciblés, plutôt. Non ciblés. Son intérêt se porte alors sur l'abeille domestique et les effets non intentionnels liés à l'utilisation des produits phytosanitaires sur cet insecte. Il développe une méthode et fait valider à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, des tests concernant l'évaluation des effets de ces insecticides sur les larves et sur les facultés de retour à la ruche des abeilles grâce à des micropuces RFID, Radio Frequency Identification. Plus les tests sont nombreux et plus on sécurise l'utilisation des nouvelles molécules aux effets difficiles à évaluer. Des recherches sont conduites sur les effets sublétaux tels que la capacité des abeilles à se repérer dans l'espace, qui peut conduire au déclin de toute une colonie si plusieurs en sont affectés, indicateur de qualité de milieu. Elles doivent également s'adapter au changement climatique et à ses conséquences sur l'environnement. On en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, le dialogue entre les apiculteurs, les firmes et les agriculteurs a bien évolué pour trouver des solutions de cohabitation intelligentes. Bravo, monsieur. Je vais prendre aussi, parce que je crois que je peux être à la hauteur. Oui, écoutez, merci beaucoup pour ce prix, je suis très, très honoré. Quoi dire d'autre? Oui, c'est vrai, on a le laboratoire que je dirige a souvent travaillé pour l'environnement, puisque ces insecticides biologiques déjà étaient faits pour ça. Et puis les travaux sur abeilles, alors je m'excuse, il y a des termes que vous allez certainement, qui vous ont été dits là, qui sont peut-être très compliqués, mais enfin pour faire vite en fait, le travail qu'on a conduit ces dernières années était vraiment pour sécuriser l'emploi des pesticides. Alors c'est pas un travail qui est destiné à mettre en lumière la dangerosité des pesticides ou à élever des acteurs de l'environnement les uns contre les autres, mais au contraire pour amener des méthodes pour sécuriser leur emploi. C'est vrai que l'idéal ne serait de ne pas en mettre du tout, mais encore faut-il économiquement que ce soit possible. Donc on a vraiment œuvré pour ça. Et le but de notre démarche, c'est vraiment d'apporter des éléments d'évaluation de risque de façon à ce que à la fois les agriculteurs, les apiculteurs, mais aussi les firmes phytosanitaires puissent travailler de façon, on va dire, intelligente et assurer des productions dans des conditions environnementales tout à fait satisfaisantes. Alors, je veux dire que mon collègue précédemment, je ne vais pas citer tous les noms, mais c'est vrai que c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais il est bien évident que tous ces travaux, c'est des travaux de plusieurs personnes, puisque on est une dizaine de personnes dans le laboratoire. Et puis, c'est aussi à eux que va ce prix. Alors, je voudrais faire un petit deux choses. L'OCDE, effectivement, l'OCDE s'occupe de validation de méthodes pour abeilles. Moi, j'ai souvenir dans le couloir de l'OCDE, un jour où j'y étais, où il y a quelqu'un, je ne sais plus de quel pays il était, vous savez, il y a des grandes salles avec sur les portes sont marquées les activités, les commissions. Puis le gars, il a dit, tiens, on s'occupe d'abeilles à l'OCDE, ça le faisait rire. Alors pourquoi l'OCDE? Parce que c'est l'instance effectivement la plus prestigieuse,
on va toucher, disons, beaucoup de pays quand on valide une méthode à l'OCDE. Et c'est pour ça qu'on a été tapé à la porte de l'OCDE. Et je crois être le premier Français, d'ailleurs, à avoir déposé une méthode abeille. Vous savez que l'abeille est un sujet brûlant, chaud. Et je suis le premier Français à avoir ouvert la porte de l'OCDE. Et depuis, donc, on a validé un second test sur le vol de retour. Oui, il y avait une diapo tout à l'heure avec une ruche avec des petites lumières. C'est un dispositif d'identification des abeilles qui permet, disons, de contrôler le temps de sortie des abeilles. Puis un petit clin d'œil pour le Grand Prix, parce que les mathématiques, c'est vrai que c'est un plaisir, mais c'est aussi la science indispensable à toute science. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Sans mathématiques, les autres sciences ne sont rien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons décerner maintenant le prix de l'île d'Oléron. Et c'est Alain Kélavi-Léger qui nous rejoint avec Pascal Zavaro et Julien Masmondet qui montent également sur scène, puisqu'ils sont les lauréats de ce prix de l'île d'Oléron 2022. Et Alain Kélavi-Léger va nous expliquer pourquoi. Et par là, Julien et Pascal. C'est pas cette feuille-là, c'est l'autre. Non, je l'ai là. Voilà. Bien, bonjour. On va changer d'univers. On se souvient que l'Académie avait décerné en 2011 son prix Cognac Chabas à Julien Masmondet comme créateur et directeur artistique des musiques au pays de Pierre Loti, à Oléron et aux environs, et non moins brillant chef d'orchestre. Nul n'a oublié surtout que de l'Australie au Japon, l'affaire oléronaise du coq Maurice, dont le puissant cocorico était désagréable aux oreilles de certains voisins vacanciers mauvais coucheurs, a fait beaucoup de bruit en 2019. Alors, sur une idée de Julien Masmondet, qui en assure la direction musicale et en a confié le livret et la composition à Pascal Zavaro, l'ensemble, là aussi on est sur du collectif, Les Apaches, a été commanditaire de l'œuvre. C'est donc une création collective, originale et même un peu déjantée, que nous saluons aujourd'hui, un opéra dit de campagne, alors pas de katsu et pas non plus au sens militaire, pour 10 interprètes, musiciens compris, avec un décor de poche et un dispositif itinérant. Rien au demeurant de simplement anecdotique dans cette création, on va dire tragicomique, qui, à sa façon, met ses pas et ses pattes dans le Chanteclair que Rostand avait créé en 1910, même si la joueuse équipe veut y voir, je les cite, la rencontre du rap animalier, du roman de Renard, des fables de La Fontaine, avec des clins d'œil à la Commedia dell'arte et aux baladins du Moyen-Âge. C'est ambitieux. C'est d'ailleurs un projet militant aussi, visant à revisiter les sons de la nature en écho à la loi de protection du patrimoine sensoriel des campagnes qui a été adoptée au Parlement en 2021. Alors, une autre actualité récente m'a toutefois fait penser au coq Maurice, quand, en mai dernier, dans l'Oise, le voisinage d'une ferme a saisi la justice en raison du bruit et des odeurs générés par 260 bovins. 260 bovins sur scène, voilà un pari que les Apaches, Masmondet, Zavaro ne relèveront surtout pas et on leur en sait gré. Félicitations. Avant de leur donner la parole, je vous propose de regarder quelques images et d'entendre quelques sons de cet opéra, Le Coq Maurice. Le personnage est associé à un style de musique. Et il arrive avec son identité, non seulement en tant que personnage, mais en tant que style de musique. Coexistent des tas de styles de musique ethnique, de musique rock, pop, classique, romantique. Et tout ça représente pas seulement des personnages, mais aussi toute une attitude. Ce Maurice, il est vraiment fort. Ce Maurice, une ce coq, macho, et d'un protecteur de toutes les dames. Une voix épouvantable, puissante, effrayante, sérénante,
merci beaucoup Alain Calais-Villéger pour ce prix. Merci aux membres de l'Académie de Saintonge. Alors, commander et créer un opéra aujourd'hui, c'est une magnifique aventure collective, avec bien sûr, comme vous l'avez vu, des chanteurs, des musiciens, mais aussi toute une équipe, metteurs en scène, scénographes, décorateurs. Donc, c'est voilà, tous ces croisements artistiques qui sont à l'honneur dans le cadre d'un opéra. Donc, je voudrais associer donc à ce prix la compagnie artémoise de Catherine Dune, l'ensemble de l'équipe des Apaches, et puis aussi remercier tous les lieux. L'objectif, c'était d'aller sur le territoire, montrer que l'opéra peut sortir des lieux consacrés, et donc remercier donc la ferme de Villefavard où nous avons créé l'œuvre, et puis les communes de l'île d'Oléron et le festival musique au pays de Pierre Loti, en remerciant toute son équipe qui est présente cet après-midi et qui milite depuis maintenant plus de 18 ans pour que des événements de qualité musicaux aient lieu sur le pays Marennes-Oléron et le pays Rochefortais. Donc voilà, comme chef d'orchestre, c'est un privilège de travailler avec des compositeurs vivants. Hein, oui, il est en forme. Voilà, de traiter des sujets différents. Donc un grand merci à Pascal d'avoir accepté ce pari fou de faire un opéra sur un coq, de faire dialoguer les animaux avec les hommes. Je dois signaler aussi aux membres de l'Académie que nous avions sur notre table de chevet pendant l'écriture de l'opéra le dictionnaire du patois saintongeais. Parce qu'on voulait intégrer justement des éléments du territoire. Et voilà, donc on est très heureux, et j'étais assez fier en dirigeant d'entendre des baignassoutes chanter par les chanteurs. Et voilà, tout ça pour dire que aussi l'opéra d'aujourd'hui, c'est aussi le meilleur reflet de notre époque, et que la musique d'aujourd'hui, c'est une langue émotionnelle qui nous parle de notre temps, qui nous parle de notre histoire, mais aussi de nous-mêmes, et que ce Coq Maurice, c'est un hymne à la ruralité, avec cet objectif d'aller montrer que l'opéra, c'est une forme accessible pour tous. Merci. Oui, je voulais dire aussi que quand on se lance dans un projet, on a quelquefois des idées au départ qui ont des ramifications, des conséquences qu'on n'imaginait pas. Avec les Apaches et avec Julien, ce qu'on voulait surtout, et à travers, c'était notre deuxième opéra, c'est renouveler un peu les thèmes qui sont dans l'opéra classique. Vous n'ignorez pas que souvent l'opéra, depuis le XVIe siècle, c'est des thèmes mythologiques. Il est toujours question de la reine de Babylone, du roi de Sparte, et des choses comme ça. Et on voulait renouveler ça et prendre un fait divers le plus... pas trivial, mais le plus commun possible, non seulement parce que ça nous intéressait, mais aussi parce que c'est un fond partagé. Les gens connaissent maintenant ces faits divers, comme les gens qui regardent des opéras du XVIIe siècle connaissaient la mythologie grecque et romaine. Donc on voulait renouveler ça pour avoir un sol commun, et qu'il s'agisse d'autre chose peut-être dans l'opéra que de raconter une histoire. Et puis finalement, on s'est aperçu en fouillant qu'au fond, ça avait des ramifications dans l'histoire très ancienne de l'Europe, avec le roman de Renard, avec les fables de La Fontaine, avec aussi Edmond Rostand. Enfin, il y avait des tas de créateurs français depuis le Moyen-Âge qui avaient écrit des histoires sur les animaux, où les animaux parlaient, et où les animaux représentaient des caractères, et que finalement c'était ça le sujet de l'opéra. C'était que les animaux parlaient à la place des hommes, mais pour tout d'un coup les rendre encore plus attachants, encore plus vivants. Merci. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment de décerner le prix de la Haute-Saintonge. Christophe Lucet et son lauréat vont nous rejoindre, et c'est Christophe Lucet qui va nous dire à qui est attribué le prix 2022 de la Haute-Saintonge. Et où est le lauréat? Il va arriver. Le voilà. Donc, le prix de la Haute-Saintonge 2022 est attribué à Jean-Charles Chapuzet pour Du bleu dans la nuit.
Alors, quelques mots donc, de Du bleu dans la nuit. Je vais en dire un mot tout de suite, simplement pour vous situer Jean-Charles Chapuzet, donc écrivain au Saintongeais, donc installé dans sa bonne ville de Jonzac, où il est né en 1976. Alors Jean-Charles, vous pratiquez avec bonheur des genres très différents. Le journalisme de reportage, d'enquête, l'histoire, le scénario de bande dessinée, le roman policier, la critique viticole, ça fait beaucoup. Curiosité, donc toujours en éveil, à la recherche des bonnes histoires. Jean-Charles, vous cultivez l'ancrage charentais, ça nous plaît bien sûr, le goût de l'aventure, et puis le goût de la littérature. Historien, vous avez fait une thèse d'histoire. Historien, vous avez le goût des personnalités fortes. Alors vous avez écrit sur le général Boulanger, sur Émile Zola, vous avez écrit sur Jacques Vergès, il y a une bande dessinée là, qui sort ces jours-ci sur l'avocat du diable, Jacques Vergès. Vous vous intéressez aux idées qui les animent, vous vous intéressez aux courants historiques où ils évoluent. Et alors je voudrais aussi citer, pour faire un lien avec le prix précédent, votre roman « Le cri de la cigogne ». Hein, vous avez fait crier une cigogne. Et là, vous empruntez non pas la voix de la cigogne, le claquement de bec de la cigogne, mais la voix d'une adolescente pour une plongée magistrale dans l'univers trouble de la Hongrie de Viktor Orban. Alors, vous avez avant ce bleu dans la nuit, commis un excellent roman qui s'appelle Mauvais plan sur la comète, extrêmement distrayant, où vous partez sur les pas d'un Charentais, Jean-Claude Ladra, qui construisait des soucoupes volantes dans son jardin et qui avait mis cette soucoupe à l'eau pour aller rencontrer des extraterrestres. Je pense que certains d'entre vous ont pu lire ce livre, assez exceptionnel. Alors, vous revenez dans la veine du fait divers, donc avec ce Bleu dans la nuit, donc, qui vous vaut ce prix aujourd'hui, donc un livre de 2020 qui évoque l'enlèvement d'une jeune fille, d'une enfant même, en 2004, une nuit de novembre, près du cimetière de Jarnac. Vous allez mettre en scène donc l'enquête qui s'est produite à Jarnac avec l'intervention de la brigade de recherche de Bordeaux, des gendarmes de Bordeaux, de la brigade de recherche, qui vont en 24 heures et de façon un peu miraculeuse, résoudre cette affaire et donc parvenir à sauver cet enfant. C'est un livre qui traite très finement, donc à la fois, c'est à la fois une enquête haletante, mais c'est aussi, vous traitez très finement de la misère sociale à travers, en raison du contexte sordide et angoissant de cet enlèvement et de ses auteurs. Donc c'est ce livre que nous saluons aujourd'hui. Nous le saluons pour votre talent, Jean-Charles, avec lequel vous emportez le lecteur donc sur votre porte-bagages d'enquêteur, qui sait écrire et qui sait, je veux l'insister, très très bien écrire. Voilà. Et donc, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses à votre sujet, mais je crois que je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole, car votre œuvre est protéiforme. Vous êtes encore jeune, donc vous avez encore le temps de nous étonner. Donc, je vous donne la parole, Jean-Charles, pour nous dire peut-être un mot sur ce roman et aussi sur vos projets. Alors, merci beaucoup, Christophe Lucet, merci beaucoup à l'Académie, à tous ses membres pour ce prix, pour le livre Du bleu dans la nuit. Ça me fait plaisir à double titre, puisqu'il avait été récompensé aussi au Quai du Polar pour sa forme, donc le polar, puisque ça se concentre sur 25 heures, en fait, cette enquête, mais également sur le fond, un territoire, puisque ça se passe à Jarnac, et en cela, le prix de l'Académie me flatte beaucoup. Je tiens à remercier aussi mes éditeurs, la maison Marchiali, une formidable maison d'édition, et également tous les enquêteurs de la SR de Bordeaux, sans qui j'aurais pas pu écrire ce livre, et notamment le directeur de l'époque, qui est décédé, qui n'a pas pu lire cet ouvrage. Mesdames et messieurs, le prix de la ville de Royan. Le prix de la ville de Royan, et c'est Christine de Pontchalon qui va vous présenter les deux lauréats à qui je demande de nous rejoindre, Marianne Boucher-Roy et Jean-Christophe Ledoux. Bonjour à tous. Donc, le prix de la ville de Royan est attribué à l'ouvrage Si Aigues-Marines m'était compté par Marie-Anne Boucher-Roy, son confrère Jean-Christophe Ledoux aux éditions Bonance. Donc tous les Royanais et aussi les visiteurs la connaissent. Aigues-Marines est une villa familiale édifiée sur ce qui est aujourd'hui le boulevard Frédéric Garnier à Royan.
Un bâtiment très vaste, même imposant, de type Castel. La famille Lehmann, fondatrice des Nouvelles Galeries, l'a fait concevoir et bâtir par l'architecte Henri de Glane, premier Grand Prix de Rome. Les travaux débutent en 1910. Un très grand soin est apporté à sa construction et à l'aménagement intérieur. Dans cet ouvrage que l'Académie distingue aujourd'hui, c'est la villa elle-même qui nous conte, à la première personne, le siècle écoulé depuis que sa première pierre fut posée. Et le siècle fut dense, rempli, bien rempli. Vacances estivales de grandes tribus familiales, accompagnées du personnel, des domestiques, occupant les quelques 1000 mètres carrés d'habitation. Il y avait de la place. Estivants parisiens nommés alors les étrangers, artistes de music hall, compositeurs, écrivains, et surtout le traumatisme causé par les occupants allemands qui se sont installés à demeure dès juin 1940, après une campagne éclair et une traversée de la France fulgurante. Bien sûr, le bombardement n'est évoqué, et il l'a miraculeusement épargnée, elle est restée intacte à quelques mètres près. Aigues-Marines nous raconte tout cela et nous invite à l'admirer telle une vigie indestructible sur l'estuaire de la Gironde. Cette belle histoire nous est transcrite donc par Marie-Anne Boucher-Roy, dont la famille est intimement liée à la grande histoire de Royan, en association avec Jean-Christophe Ledoux. Les éditions Bonance continuent ainsi... Pardon. Les éditions Bonance continuent ainsi à nous faire redécouvrir le riche et varié patrimoine de la cité balnéaire, toujours reine de la Côte de Beauté. Marie-Anne Boucher est derrière moi. Merci Christine. Eh bien, Aigues-Marines n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Elle est un petit peu empêchée, mais elle m'a demandé de vous lire ces quelques lignes. Chers amis humains, humaines, merci de récompenser un ouvrage, tout à l'heure les animaux parlaient, qui donne enfin la parole à vos maisons. Celles qui vous abritent, vous prolongent parfois, vous survivent souvent. Et merci de me donner l'occasion de faire quelques mises au point. Tout d'abord, je n'ai rien demandé. Je coulais une retraite paisible quand j'eus perçu de l'agitation dans l'appartement de ma tour d'angle. Jean-Christophe Ledoux, propriétaire chez moi, comploté avec Pierre-Louis Boucher, directeur des éditions Bonance, et Marie-Anne Boucher-Roy, auteur et porte-parole autoproclamé. Sous le prétexte que je venais d'être classée au titre des monuments historiques, le trio envisageait d'obtenir l'exclusivité de mes mémoires, rien de moins. Je fis la sourde oreille un moment, mais ils furent tellement flatteurs. Mes propriétaires successifs avaient été des acteurs majeurs de leur temps. Mon histoire illustrait le destin de Royan au XXe siècle. Bon, je finis par céder. Et je les vis partir le nez en l'air, tels des chiens courants sur la piste du gibier. Je compris qu'il me faudrait les aider à chaque étape. Nous commençâmes par mon enfance, du Zola, mais celui du bonheur des dames. Il fallut débusquer Léon Lehmann, né en 1845, ce gamin de Paris, orphelin, bain-blottier, marchand forain, fit route vers la Charente, puis vers Royan, et vers la fortune en créant les Nouvelles Galeries. C'est à ce moment que Marianne s'autorisa à pallier mes trous de mémoire sur des détails, laissant courir son imagination. « Oh ben vous avez oublié », disait-elle. Je laissais faire dans certaines limites. Quant à Jean-Christophe, il brûlait de décrire mes formes. Je pris la pose, belle jusqu'au bout des finitions, autant contrôler son image. L'éditeur, lui, voyait s'élever le nombre de pages, mais promettait, je cite, une maquette élégante avec une iconographie incroyable. Avec Albert Wilmette, célèbre auteur et parolier qui fit mon acquisition en 1924, le trio risquait de tomber dans la chronique mondaine. Je repris la main et leur dévoilai qu'à Royan, loin de la vie publique parisienne, Albert et sa tribu, Guitry, Printemps, l'Arctique, Chevalier, n'étaient que fantaisie créative, bonheur familial et travail assidu. Albert fut mon grand amour et mon premier grand chagrin, quand il me vendit en 1934. Tout à mon dépit, je ne m'intéressais guère à mes nouveaux propriétaires, les Quillery, rois du béton, rois du BTP. Mais il me vint cependant quelques anecdotes qui me firent presque regretter de les avoir par trop ignorées. Puis vint l'évocation de la guerre, du bombardement, qui me laissait l'escalier noué et les portes serrées. Les auteurs eurent la délicatesse de ne pas s'apesantir sur ma dépression. Il me fallut enfin combattre un dernier préjugé. Non, je ne suis pas jalouse de la nouvelle génération, ces gamines des années 50 avec leurs lignes claires et leurs couleurs pimpantes. Pour conclure, je ne suis pas fâchée que les trois complices aient dérangé ma retraite.
Je me suis bien amusée, j'ai fait la connaissance des petits-enfants de mes propriétaires, Daniel Versini et Jacqueline Filmette, et de tous ceux qui ont aidé les auteurs, qu'ils soient remerciés d'avoir partagé mon fardeau. Enfin, j'ai pris goût aux confidences, alors soyez gentils, la prochaine fois que vous passerez sur le boulevard Garnier, arrêtez-vous un peu, nous causerons. Je vais faire très court, mais je voulais simplement prendre l'occasion de parole pour remercier à la fois tous les lecteurs, puisqu'on a eu un très bon succès, de très bons retours, bien sûr à l'Académie de Saintonge, également tous les gens que j'ai rencontrés, et en premier lieu une très belle rencontre avec la famille Boucher, et notamment Marianne et Pierre-Louis qui est là-bas. Et puis évidemment, je voulais remercier ma famille qui m'a soutenu, puisque ça a été long et pénible, on va dire, notamment à la recherche documentaire. J'entendais une personne tout à l'heure dire qu'il avait passé 5 ans dans les archives, c'était un peu notre cas. Et donc, tout premier lieu, ma femme et mon fils qui me suit depuis la Corée sur YouTube, et ma fille à Lille, sur YouTube également, comme quoi les bénéfices de la technologie. Merci à vous tous. Christine Sébert, à mes côtés, va vous présenter le lauréat. La lauréate, puisqu'il s'agit d'une association, je ne sais comment formuler les choses, du prix Jacques et Marie-Jeanne Badois 2022. Voilà, on reste dans les vieilles pierres et c'est donc l'abbaye de Bassac qui a retenu l'attention de l'Académie pour la restauration de cet endroit magnifique, l'association liée à l'abbaye de Bassac. Entre Angoulême et Cognac, au cœur d'un bourg de caractère, l'abbaye bénédictine de Saint-Étienne de Bassac s'impose au regard par son architecture émergeant au milieu des vignes. Depuis sa fondation au XIe siècle par le seigneur de Jarnac, Vardrad Lorich, ce grand site bénédictin aux 1000 ans d'histoire mêle harmonieusement les styles gothiques, baroques et classiques, rappelant l'alternance d'épisodes douloureux et de moments glorieux. De nombreux bâtiments la composent. Une grange ferme, l'église abbatiale, les anciennes écuries de l'abbé, son logis et le presbytère. C'est un des sites monastiques les plus remarquables et les plus visités de Charente. L'abbaye est dédiée à Sainte Thérèse de Lisieux et propose un cadre pour se ressourcer et méditer. L'association des Amis de Bassac a été créée en 1948 et transformée en 1971, loi de 1901. Avec le concours de la communauté vivant dans les lieux depuis février 2022, elle assure l'entretien des bâtiments et des jardins et anime l'ensemble grâce à ses amis et à des guides professionnels. C'est une société civile qui est propriétaire des bâtiments, ses parts étant détenues par des associations à but non lucratif. Elle a en charge les travaux généraux de préservation et de restauration. Une fondation créée en 2017, abritée par la Fondation du patrimoine, permet la levée des fonds indispensables à sa restauration et à sa survie. Notre Académie est fière d'attribuer son patrimoine 22 aux Amis de l'abbaye de Bassac pour honorer cette belle énergie déployée au service de ces pierres chargées d'histoire. Si vos pas vous mènent vers Bassac, ne manquez pas de vous y arrêter pour découvrir cet ensemble qui invite à la paix de l'âme. Nous allons regarder quelques images de cette merveilleuse abbaye, monsieur, avant de vous donner la parole. Pax Jesus, summa iutus
On vous applaudit d'autant plus que ces images ont été faites par votre association, monsieur. Voilà, par des bénévoles. C'est un peu l'ADN de notre association des Amis de l'Abbaye de Bassac, c'est qu'elle est composée en fait exclusivement de bénévoles et que à chaque fois que nous récupérons de l'argent, ça vient directement dans les travaux. Et comme vous avez pu le voir, ce bâtiment est extrêmement important, il est extrêmement beau. Il a beaucoup souffert tout au long de son histoire et depuis une vingtaine d'années, il n'y avait plus d'investissement sérieux dans l'abbaye. Donc l'association des Amis de l'Abbaye de Bassac, dont nous avons renouvelé la stratégie, disons, il y a à peu près 2 ans, a souhaité 3 choses. La première dimension que nous voulions imprimer, c'était faire habiter de nouveau les lieux. Ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'ils n'étaient plus habités et en 10 ans, les lieux s'abîment. Les maisons, c'est comme une maison secondaire, il y a des voies d'eau, on ne les voit pas, etc. Donc ça, c'était la première chose. Et nous avons effectivement aujourd'hui une communauté qui vient d'arriver, qui est arrivée en février, et qui va occuper les lieux tant au plan spirituel qu'au plan temporel. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que nous souhaitions faire, c'était faire en sorte que cette abbaye rayonne encore plus. Elle rayonne sur son territoire, déjà par rapport au village de Bassac, mais également dans les environs, et puis au-delà. Et là, nous avons pris toute une série d'initiatives. Si vous allez sur le site de l'abbaye de Bassac, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui proposées pour faire en sorte que ces lieux rayonnent. Et puis la troisième chose, c'était de recommencer les travaux. Il n'y avait plus de travaux donc, depuis longtemps. Et donc là, nous avons fait plusieurs choses. Vous avez vu dans le film, à un moment donné, on voit les écuries de l'abbaye, le toit s'est effondré, il y a une partie des murs qui est tombée, donc il a fallu les remplacer, faire les travaux. On a également rénové une galerie voûtée qui relie le cloître au parvis de l'église. On a refait des volets, on n'arrivait plus à les ouvrir, à les fermer, puisqu'en fait cette abbaye accueille des associations, accueille des entreprises, accueille des groupes qui veulent y passer une journée, 2 journées. Et donc tout ce travail a été fait grâce à une remise à plat un peu de notre stratégie de levée de fonds. On travaille beaucoup plus avec la DRAC, on travaille également avec la Fondation du patrimoine. Et puis on a réussi à réunir des entreprises locales, régionales, qui se font un plaisir de nous aider à restaurer ces pierres et à faire en sorte qu'elles vivent pour que cette abbaye qui a été construite en l'an 1000 puisse être vue par les générations actuelles et puis surtout par les générations de demain. Et merci infiniment à l'Académie de Saint-Onge, j'aurais dû commencer par là. Je voudrais simplement dire 2 mots. Quand on a reçu ce prix, j'ai eu un coup de téléphone et je vous en remercie. C'était pas une bonne journée parce que je venais juste d'apprendre que nous n'étions pas retenus pour le prix de la mission Berne. Et puis on avait aussi une déconvenue avec le prix du pèlerin. Et puis il y a eu ce coup de téléphone et je me suis dit, finalement, il y a des lumières qui s'allument là. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir maintenant le lauréat du prix Jean de la Tour de Jay. Il s'agit de Jean-Marie Digou et c'est Marc Seguin qui va nous présenter son travail pour lequel il reçoit ce prix Jean de la Tour de Jay. Avant. Mesdames, Messieurs, la prose n'est pas la mienne, c'est celle de mon ami Pascal Evin, qui malheureusement est retenu pour des raisons impérieuses. Le prix Jean de la Tour de Jay récompense cette année un avocat, auteur de bande dessinée pour son affaire Dreyfus, parue aux éditions de L'Homme en Noir. Jean-Marie Digou n'a certes pas attendu l'heure de la retraite pour se lancer dans la bande dessinée. L'ancien avocat, bâtonnier de son ordre en 2009-2010, a choisi en effet ce médium
pour évoquer les sujets qui le passionnent, l'histoire de la justice et les grandes affaires qui ont effrayé la chronique judiciaire de l'époque contemporaine. Le même regard rétrospectif sur son métier l'a conduit à monter à La Rochelle un festival sur justice et cinéma. Jean-Marie Digou a de plus toujours eu le goût du dessin. Plus jeune, il s'amusait à caricaturer ses collègues au palais de justice de La Rochelle. Et au cours de sa carrière, il a illustré notamment la revue Barreau de France. En 1998 paraît sa première bande dessinée, La grande histoire des avocats, consacrée au métier d'avocat depuis les origines de la profession. Elle sera suivie en 2005 de l'affaire Seznec. L'auteur sait utiliser la mémoire locale, puisque Dreyfus, comme Seznec, ont longuement séjourné au dépôt de Saint-Martin avant de gagner le bagne de la Guyane. Et de nombreux témoignages de leur séjour dans l'île de Ré ont été conservés. Dans les bandes dessinées de Jean-Marie Digou, le lecteur retrouve l'exigence de vérité de l'avocat et son souci de réhabiliter les victimes de la justice ou de l'injustice, qu'elles soient civiles ou militaires, l'essence même de sa vocation d'avocat. Il sait au demeurant restituer parfaitement le contexte politique et social des affaires qu'il évoque. En bon historien, donc. Merci. Mais merci de cette présentation. Je suis très honoré, à l'instar de tous ceux qui m'ont précédé, de voir cette récompense qui m'est remise par l'Académie de Saintonge. Mais ce n'est pas seulement un effet de parole, c'est vraiment sincère et je vous en remercie beaucoup. Alors, vous parliez de mon goût pour le cinéma et notamment de ce festival que j'ai créé il y a 12 ans et qui s'est terminé hier. La 12e édition s'est terminée hier sur un thème que nous avions choisi qui était les cold cases, les disparitions inquiétantes et les crimes de sang non résolus. 4 jours d'échanges très, très intenses avec des invités de prestige, et notamment la doyenne des juges d'instruction de Paris qui nous a raconté de façon presque anecdotique comment elle avait réussi à faire craquer et avouer ce psychopathe manipulateur qui était Michel Fourniret, après des heures et des mois d'audition. Je ne sais plus combien il y en avait, enfin c'était presque devenu une sorte de jeu entre elle et ce personnage, avouer donc le meurtre de la petite Estelle Mouzin. C'était vraiment passionnant. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous donner des regrets de ne pas être venu à La Rochelle, mais aussi avec une note positive, c'est de venir l'année prochaine, puisque le thème est d'ores et déjà choisi, c'est justice et crimes contre l'humanité. Je pense que ça devrait intéresser certains d'entre vous. Voilà, alors vous rappeliez mon goût pour le dessin. C'est vrai que ça avait commencé en illustrant cette revue nationale pour toutes les professions judiciaires qui était le Barreau de France, où la rédac-chef m'avait dit, écoute, faudrait voir parce qu'on sent un manque d'intérêt des lecteurs, notamment quand on évoque la saisie, une étude comparative sur la saisie immobilière en France et en Bulgarie, ça passionne pas les foules. Donc, si tu pouvais mettre quelques dessins comme ça tout au long de l'article, ce serait peut-être meilleur. Et puis, de fil en aiguille, j'ai donc fait cette bande dessinée. La première, oui, c'était la grande histoire des avocats. C'est vrai qu'on commence par ce qu'on connaît à peu près le mieux. C'était l'histoire de mon métier, qui était en même temps un regard sur l'histoire de France. Parce que si on fait l'histoire des avocats, on s'aperçoit on raconte toute l'histoire de France, depuis l'origine jusqu'à maintenant. Il y a encore de nombreuses personnalités politiques, présidents, premiers ministres, etc., qui ont été avocats. Et vous en avez oublié une qui était, et ça m'amène à Dreyfus, qui était l'histoire du bagne,
j'ai fait un ouvrage qui s'appelait Passeport pour la Guyane et qui raconte un petit peu le passage de tous les bagnards de France, transportés ou relégués, qui, depuis la réouverture de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, sont passés par La Rochelle et l'île de Ré, donc jusqu'au dernier convoi qui est parti pour la Guyane, qui était en novembre 1938. Et c'est un aspect un petit peu du bagne qui n'est pas très connu, parce qu'on s'attache davantage à l'histoire des bagnards quand ils sont à Cayenne ou en Guyane, les récits d'évasion, ça fait fantasmer tout le monde, papillons, etc. Mais le passage des bagnards à La Rochelle et à l'île de Ré a profondément marqué l'histoire de La Rochelle, et c'était intéressant. Alors vous disiez qu'ils avaient passé un long séjour à l'île de Ré. C'est vrai que Seznec y est resté 1 an, ce qui est extraordinairement long pour un bagnard, mais c'est vrai que dès qu'il est arrivé et dès sa condamnation, il y a eu plusieurs demandes de révision qui avaient été faites, et ces demandes de révision ont fait qu'on hésitait à l'envoyer en Guyane, des fois que ça pouvait aboutir, donc il est resté 1 an, tandis que Dreyfus n'y est resté que 36 jours du jour de sa dégradation. Il était emprisonné à la prison de la Santé, il est parti, donc fin février 1895 jusqu'à... voilà, 36 jours, c'est pas beaucoup, mais ce séjour que je raconte, parce que je fais pas mal d'interventions à La Rochelle et un petit peu autour, c'est un séjour extrêmement important de Dreyfus, parce que ça raconte à travers ça toute l'histoire et comment il a pu survivre à cette extraordinaire injustice dont il a été victime, notamment avec la dernière visite de sa femme. C'est quelque chose qui m'a passionné. Voilà, j'abrège parce que je suis trop long, mais je suis un avocat, voilà, donc il faut me pardonner. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce prix qui me touche et qui me fait très plaisir. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'applaudir le lauréat du prix de Marraine 2022, et c'est Philippe Ravon qui va vous le présenter. Voilà, c'est moi qui vais donc remettre ce prix en remplacement de Nicole Bertin qui est empêchée. Donc, mais c'est avec un très grand plaisir puisque c'est le prix de Marraine, donc 2022, pour les photographies du littoral de Benjamin Caillot. Donc, historien du littoral, Benjamin Caillot est originaire de la commune ostréicole de Boursefranc-le-Chaput. Sa démarche s'articule autour de 2 sujets majeurs, les paysages et les ressources des littoraux. Titulaire d'un master de sciences humaines, d'un master de sciences du langage et d'un doctorat d'histoire, il est le spécialiste de l'œuvre du photographe et éditeur royannais de cartes postales Fernand Braun, dont les dates sont 1852-1948, diffuseur majeur de l'esthétique moderne du littoral atlantique. Sa thèse a porté sur la mise en image des littorals atlantiques au début du XXe siècle. L'exercice photographique de style documentaire de Benjamin Caillot se veut résolument à hauteur d'homme, s'inscrivant dans une identité territoriale forte, évitant le pittoresque. La question de la mémoire est particulièrement présente dans sa démarche. En 2010, l'aspect traumatique du passage de la tempête Xynthia sur les côtes charentaises décide de l'orientation majeure de son travail d'auteur vers les questions littorales. Le choix d'une écriture au long cours le conduit à s'exprimer principalement sous la forme de publications et d'expositions en France et à l'étranger. La dernière en date, en 2021, était consacrée à l'ostréiculture. L'Académie de Saintonge est heureuse de saluer son travail qu'il poursuit actuellement sur un autre thème, celui du Covid-19, où il a exploré de nouveaux rapports à la plage et à l'espace littoral. Toutes nos félicitations pour ce prix. Oui. Merci, bonjour à tous. Je vais remercier d'abord la ville de Royan de nous accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir à Royan, d'être à Royan. J'y étais encore hier soir pour une très bonne soirée entre amis. Nous avons beaucoup ri, beaucoup partagé. Je vais remercier évidemment la ville de Marraine qui me fait l'honneur de remettre ce prix. Marraine où mes parents m'ont élevé, en tout cas ils ont essayé. Je salue évidemment la présence de Martine Farras qui représente aujourd'hui la ville de Marraine. Martine avec qui nous avions fait un voyage d'études très intéressant en 2014 sur l'Acadie, les côtes acadiennes.
avec également Michael Vallée, qui était alors le maire de Marennes, que je salue au passage. Et puis évidemment, remercier l'Académie de Saintonge, qui m'honore pour la seconde fois d'un prix, la première fois pour ma casquette ou mon chapeau d'historien, et la seconde aujourd'hui pour mon travail de photographe, même si évidemment il y a des liens. Je vais dire donc, non sans gourmandise, comme aux César ou aux Oscars, je remercie l'Académie. Cette Académie de Saintonge donc, qui salue mon travail sur le littoral. Ça a été très bien dit par Philippe Ravon, je le remercie. Et puis un clin d'œil aussi à Nicole Bertin qui avait préparé le rapport. Être sensible à l'ordinaire, explorer nos territoires, la profondeur, la densité des paysages. Mais tout ça pour créer une identité forte, un rapport très fort à la territorialité, une intimité avec le territoire donc très, très dense. Ce territoire charentais, saintongeais, mais cette intimité, elle fonctionne, elle est opérante, qu'à une seule condition, je crois, c'est de continuer d'être traversé par l'autre, par les ailleurs. C'est d'autres qui nous traversent, qui nous déplacent, qui nous changent et qui nous enrichissent. Et donc je suis content aujourd'hui de poursuivre ce travail de photographie, et je prends ce prix comme un encouragement à continuer avec d'autres auteurs, des chercheurs en sciences fondamentales, des écrivains, des historiens, qui vont écrire, rentrer en résonance avec mon travail. Je n'illustre pas leurs propos ne commandent pas ce que je fais, mais on essaye chacun de prolonger le travail ou la pensée de l'autre. Et donc je suis très content de modestement profiter de cette ouverture, et je crois que l'Académie possède la même philosophie et travaille dans ce sens. Donc merci à elle une troisième fois, à très bientôt, merci. Mesdames et messieurs, le prix, nous allons garder Philippe Ravon à nos côtés, parce que c'est lui également qui va vous présenter le prix de la ville de Saintes. Prix de la ville de Saintes qui est attribué en cette année 2002 à David Paco et Aurélia Lavoine, qui vont nous rejoindre sur scène. Alors, je suis très heureux que le prix de la ville de Saintes ait été attribué cette année à David Paco et Aurélie Lavoine, donc un couple de restaurateurs de tableaux. Donc, c'est un métier qui n'est pas très connu, mais c'est un métier qu'ils exercent avec passion depuis près de 20 ans. Ils sont une véritable richesse pour notre région, et c'est pour ça que nous voulions vous les faire connaître. David Paco est né à Saintes et Aurélie Lavoine à Nantes. Un long chemin a été parcouru depuis l'époque où les travaux de restauration étaient confiés à des peintres qui pouvaient se substituer à l'artiste pour améliorer l'original ou pour adapter le tableau en fonction de l'évolution du goût ou de la liturgie. L'authenticité d'une œuvre est aujourd'hui primordiale. Aussi faut-il trouver un équilibre entre la lisibilité de l'œuvre et l'étendue des interventions. La profession de restaurateur exige de longues études. On ne peut pas s'improviser restaurateur. Ça peut être très dangereux pour les tableaux. Aucune intervention n'est envisagée sans un diagnostic appelé constat d'état. On y vérifie les altérations dues au temps, au choc, aux mauvaises conditions de conservation ou à des restaurations hasardeuses qui sont parfois aussi désastreuses. Cette approche scientifique procure au restaurateur une connaissance inégalable de la matière et de la technique du peintre, ce qui amène les spécialistes, conservateurs de musées ou experts à travailler dans un échange permanent avec eux pour une meilleure connaissance de l'œuvre. J'ai d'abord connu David Paco à Saintes, puis Aurélie Lavoine ensuite, et j'ai tout de suite admiré leur humilité devant les œuvres, leur pondération dans les mesures à prendre et leur grande exigence quant aux résultats. Ils ont travaillé pour de grands musées, pour des collections privées, certains de leurs tableaux, dont je pense à l'un qui est actuellement au musée de Versailles, au château de Versailles. Ils exercent aujourd'hui à Rochefort, toujours avec la même passion, dans la tradition des compagnons du devoir, suivant des règles qu'ils ont fixées à un niveau élevé. Qu'ils en soient remerciés et par ce prix de la ville de Saintes, qu'ils soient très largement félicités. Alors, comme vous aurez peut-être la chance un jour d'aller les voir travailler dans leur atelier. Ce qui s'est passé, on distingue des zones qui sont un petit peu plus foncées, qui montrent qu'un précédent restaurateur a réalisé des retouches. Le vernis s'est oxydé avec le temps, il
il a jauni. Visuellement, on n'a plus les teintes d'origine et du coup, je suis en train de le retirer légèrement au fur et à mesure. Je suis en train de poser une colle sur toutes les zones de griffure et de micro-écaillage, donc vous voyez ici tout ce qui est en blanc. Donc après ça sera retouché, donc avec un matériau coloré, on va retoucher justement tous les blancs pour redonner une lecture plus aisée au niveau voilà, de toutes ces masses colorées, quoi. Une personne qui n'aura qu'un tableau, c'est celui de son grand-père ou de sa grand-mère, et qui veut le léguer et en profiter en bon état et le léguer à ses enfants, puisque c'est une sorte de lien en fait. Eh bien, nous remercions chaleureusement l'Académie de Saintonge et puis la ville de Saintes pour ce prix qui nous fait extrêmement plaisir, qui récompense 20 premières années de travail et qui nous encourage bien sûr à continuer dans cette passion commune qui nous anime. Voilà, nous sommes très honorés et je ne vais pas parler très longtemps, je vais juste faire un petit clin d'œil à Jean-François Favre qui se trouvait à cette même place l'année dernière pour le prix de la ville de Saintes aussi et qui était mon professeur d'art plastique au lycée Bellevue de Saintes. Voilà, trois très belles années avec lui et c'est grâce à lui que j'ai poursuivi dans cette voie et donc je le remercie également et je remercie aussi Philippe Ravon pour toutes ces années de découverte de l'école de Port-Berthaud avec Louis Auguin, Hippolyte Pradel et puis bien sûr l'école Rochelaise avec Gaston Ballande. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, alors l'heure est venue d'un prix nouveau également à l'Académie. Donc je voudrais vous toucher quelques mots parce que c'est un prix un petit peu original, et comme les autres d'ailleurs, mais celui-là vous ne le connaissiez pas encore. C'est le prix Claire Belon. Alors le prix Claire Belon, comme son nom l'indique, enfin ou ne l'indique pas, n'est pas lié à une Madame Claire Belon. Il est lié à un prix Claire Belon qui existait dans les années 50, qui avait été créé par l'écrivain Raymond Queneau à Paris. Et le prix Claire Belon voulait simplement dire que les lauréats recevaient une bourriche d'huîtres de Claire et ou de Belon. Ce prix avait disparu, malheureusement, au fil du temps. Et il y a quelques mois, avec monsieur le sénateur Michael Vallet et madame Sylvie Marcilly du département, on a évoqué cette disparition pour la regretter. Et du coup, qu'avons-nous fait? Nous avons contacté le comité conquilicole de Charente-Maritime qui a trouvé l'idée épatante. Et le prix Claire Belon, aujourd'hui, renaît de ses cendres et sera l'un des prix du palmarès de l'Académie de Saintonge. Alors le premier prix de cette nouvelle vie du prix Claire Belon est attribué à Manuel Audiger et c'est Christine de Ponchalon qui va vous le présenter. Je vais lui demander de nous rejoindre sur scène. Venez donc tout près de moi. Manuel Audiger donc, est directeur de l'école de musique, l'association pour le développement musical en Val de Saintonge. Donc c'est une belle histoire que celle de l'association pour le développement musical en Saintonge. Elle fête ses 37 années d'existence pour le plus grand bonheur de ses élèves, de ses professeurs et de son créateur. Manuel Audiger, né à Saintes, il commence la musique à l'âge de 6 ans au conservatoire municipal et obtient son diplôme en saxophone. La musique et lui ne se quitteront jamais. Il intègre ensuite la musique régionale de l'armée à Bordeaux et le conservatoire de cette même ville en suivant. Cette passion et ce talent pour enseigner l'amènent à créer en 1986, à la demande de nombreux parents, une école de musique en milieu rural à Saint-Hilaire de Villefranche. Succès immédiat.
Dès l'année suivante, en 1987, 120 élèves sont inscrits au cours de saxo et de clarinette, dont 110 débutants en formation musicale. Tous sont originaires des communes avoisinantes. Ce succès amène la nécessité de structurer les activités de l'école qui adhèrent à l'Association des sociétés et écoles de musique de Charente-Maritime. Cette année, 2022, 230 élèves suivent les cours. S'y joignent une cinquantaine d'autres instrumentistes et choristes participant à la vie collective de l'école de musique. Le monde rural n'est pas un désert culturel, n'est pas un désert musical, loin de là, du moins en Charente-Maritime. Au nom de l'ADMS, Manuel Odiger a reçu la médaille de chevalier des arts et lettres. L'Académie de Saintonge lui décerne sa médaille et le prix Claire Belon 2022. C'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de l'Académie de Saintonge, Mesdames, Messieurs, merci pour ce prix, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir choisi. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi. Merci à Christine de Ponchalon pour les contacts que nous avons eus et puis pour cette présentation qui me semble parfaite. L'ADMS est une belle histoire, une grande aventure où j'ai rencontré et où je rencontre encore bien sûr, de belles personnes. La passion de la musique, ça a d'abord été une obligation. J'étais obligé d'apprendre la musique dans un premier temps, puis après la passion est très vite arrivée. Le métier est arrivé, ce qui m'a permis d'en vivre et de faire vivre ma famille. L'ADMS, l'Association pour le développement musical en Saintonge, donc comme nous l'avons dit, créée en 1986, agréée en 1989 par le Conseil départemental de la Charente-Maritime. Son siège social est à Saint-Hilaire-de-Villefranche, une petite commune de 1300 habitants environ, située entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély. Nous avons à peu près 200 élèves, un petit peu plus même d'ailleurs, avec une cinquantaine de personnes qui participent à la vie musicale de l'école de musique par le biais des orchestres et puis des chorales. Nous enseignons le piano, la guitare, le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone, le tuba, le corps d'harmonie, le chant et la batterie. Oui, tout à fait. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. C'est vrai, je suis le créateur, fondateur, professeur, directeur de cette école de musique. Mais il y a une équipe qui tourne autour de moi, une équipe de bénévoles, composée de parents d'élèves, de musiciens adultes, et qui font fonctionner administrativement cette entreprise, en fin de compte, en milieu rural. Son président est le 5e, Philippe Desplanes. Je remercie bien sûr les collègues, professeurs, et puis la trentaine de municipalités partenaires qui, croyez-moi, savent nous accueillir quand nous faisons un concert sur leur territoire. J'aimerais remercier bien sûr ma famille qui a joué un rôle prépondérant dans cette histoire, en commençant par Christelle, mon épouse. Hop. Christelle, mon épouse. Ben voilà, j'ai tout cassé. Christelle, mon épouse, qui est très compréhensive quand même, parce qu'un quotidien d'un professeur de musique, c'est les cours la semaine, et puis le week-end, de temps en temps, c'est les concerts, le vendredi soir, le samedi. Donc je crois que quand elle m'a épousé il y a 33 ans, elle a dû épouser la DMS également. Je voudrais remercier aussi mes enfants, qui ont été mes 3 élèves aussi, Mathilde, Victor et Bérangère, et qui se sont impliqués dans cette école de musique jusqu'à l'âge des études supérieures. Et comme vous l'avez dit, en 2016, j'ai été nommé par Fleur Pellerin, ministre de la Culture, chevalier des Arts et des Lettres, via Catherine Quéré, députée de la 3e circonscription, je crois, de Charente-Maritime. Et je crois que ces 2 moments avec aujourd'hui seront sans doute dans les plus belles pages de l'histoire de ma vie. Je vous remercie. Ne bougez pas. Alors, Manuel Odiger n'est pas venu tout seul, il est venu avec 3 saxophonistes et il va nous faire le grand plaisir, après
la réception des nouveaux académiciens, de nous faire entendre leurs talents. Maintenant, je vous parlais du prix Claire Belon. Il est temps pour vous de me donner le micro et de tendre les deux mains, parce que le prix Claire Belon vous arrive grâce, je vous l'ai dit, au comité Conquilicole de Charente-Maritime. Le voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais, Manuel Audiger reviendra dans un petit moment, mais nous arrivons maintenant à un moment très, très émouvant, je crois, et très important pour une académie comme la nôtre, parce qu'une académie compte un certain nombre de membres. L'Académie de Saintonge compte 25 membres, et cette année, nous recevons 2 nouveaux académiciens. Et c'est toujours un grand moment dans la vie d'une académie de recevoir des personnalités qui viennent enrichir notre démarche, nos choix, nos recherches, et qui parfois nous ouvrent aussi des horizons dont bénéficient évidemment les prix des années suivantes. Alors nous recevons cette année 2 nouveaux académiciens, je vous le disais, Emmanuel de Fonteigneux et Christophe Lucet. On va respecter l'ordre alphabétique. C'est Emmanuel de Fonteigneux que l'Académie a le grand plaisir de recevoir en son sein. Il est élu au... Combienième siège? Excusez-moi, Emmanuel, vous êtes au 13e siège. Au 13e siège. Merci, merci. Il y a une grande justice dans les sièges. On a un numéro, mais après... Donc, Emmanuel de Fonteigneux est élu au 13e siège. Et c'est Alain Kella-Villéger qui prononce son discours de réception. Celui-ci. Bien. À Tahiti, où l'on s'attend volontiers à rencontrer Pierre Loti, vous n'y échappez pas avec moi, parce que près d'une cascade sauvage veille sa statue en jeune marin, il suffit, sur la route, y conduisant, de croiser une belle bâtisse nommée Saintonge, pour se demander ce que fait, près de Papeete, cette Saintonge de style colonial à belle balustrade blanche. Victor Raoult, marin et commerçant oléronais né à Doluce, au XIXe siècle, mort en 1914, inconnu du si exhaustif dictionnaire biographique des Charentais, avait contracté sur place fortune et mariage, et il fit construire cette demeure pour attester de ses 2 réussites. Cette image, cette anecdote, pour rappeler que la Saintonge, pour partie immatérielle, est volontiers vouée au grand large, à l'exotisme, ce que l'histoire de l'Hermione nous raconte aussi à sa façon, version nord-américaine cette fois. Or, c'est sans doute cette fragrance hauturière que vient nous apporter aujourd'hui la présence d'Emmanuel de Fonteigneux. Son itinéraire porte d'ailleurs sa part de pacifique, puisqu'il a fait son service militaire dans la marine à Nouméa. Ce que je vous explique. Fonteigneux n'est pas d'ici, c'est un immigré qui a été victime consentante de 2 processus, la maritimisation et, j'ose le néologisme, la saintongisation. Il est en effet né loin de tout littoral, en Alsace, a quitté les bords du Rhin pour ceux de la Seine, le temps de brillantes études, l'ENS, l'Institut d'études politiques, une licence de lettres modernes, une maîtrise, un DEA d'histoire période Révolution française, une agrégation de sciences éco. Puis il s'est rapproché de la Loire. Étape chez Léonard de Vinci au Clos Lucé. Et enfin, il a abordé le fleuve Charente. Cela s'est passé à Rochefort. Notre officier de marine de réserve est devenu en 1993 directeur du Centre international de la mer, qui avait été créé en 1985 dans l'ancienne corderie royale à Rochefort, vous le savez, et il est toujours ce brillant directeur. Le néo-rochefortais loge longtemps à La Rochelle, l'ONIS, mais finit par quitter cette ONIS et par s'installer à Cozes, la saintongisation. Le processus est donc, semble-t-il, achevé. Emmanuel de Fonteigneux est en quelque sorte passé du Riesling et du Sylvaner au terroir du Pinot et du Cognac. Notre homme est donc désormais atteint par le goût des églises romanes, par la lumière blanche de la côte, par la pureté poétique du Marais, par le charme de Rochefort. Ville rare, dit-il, je le cite, et je le cite encore, arsenal des réseaux peut-être, et le revendique non comme le symptôme d'une pathologie incurable, mais plutôt comme une identité nouvelle, choisie, et même, je le cite, comme une doctrine. C'est son mot. La Saintonge n'est pas seulement un territoire dont les contours font parfois débat, ni seulement un imaginaire qui sent l'iode, elle est une pensée dynamique et ouverte sur le vaste monde. Un défi peut-être,
Parce que même en absence visible du large, la mer est là, partout, prégnante, à Rochefort. Quand l'arsenal de Rochefort fut fermé en 1927, je cite Emmanuel de Fontaigneux, la mer fut en quelque sorte répudiée par décret. Oui, mais la mer, justement, ce grand amour impossible de Rochefort, mais cette fois je cite Éric Orsena, répudiée ou pas, visible ou pas, la mer est partout omniprésente. Oserais-je dire qu'il en est en quelque sorte ainsi de la Saintonge. Donc, avec le Centre international de la mer, il ne s'agit pas au sens terrien de la Saintonge maritime, mais de la Saintonge des mers et des océans, des grands vents et des bouts du monde, de celle qui se vit sur le pont des navires et en haut des vergues. Il suffit de se remémorer les expositions présentées chaque année par le Centre international de la mer pour s'en convaincre. Ont été au rendez-vous, je donne dans le désordre, bateaux vikings, pirates, flibustiers, grandes pêches, phares, abysses, arts balnéaires, oiseaux marins, pseudo du Bon, tempête, Cap Horn, canal de Panama, expédition polaire, ostréiculture, cartes marines, bande dessinée, et j'en passe, sans oublier de citer Conrad, Stevenson, Monfred, Sandra, Palotti, et même une femme navigatrice qui s'attacha si bien à Oléron, vous le savez, Anita Conti. Au besoin, le Centre international de la mer est partenaire d'expositions qui se tiennent en d'autres lieux pour évoquer la tempête Xynthia, on vient de la mentionner, les villes coloniales ou les ponts transbordeurs. Mais la grande aventure qu'Emmanuel de Fontaigneux accompagna comme membre du bureau de l'association et comme directeur du Centre international de la mer, c'est bien sûr celle que j'ai mentionnée en préambule, l'Hermione. Est-il besoin de la raconter? Fontaigneux l'a fait et le rappellera sans doute. Et d'ailleurs, son ouvrage L'Hermione de Rochefort à la gloire américaine avait reçu en 2003 le prix Champlain de l'Académie de Saintonge. Car Emmanuel de Fontaigneux est également auteur ou directeur d'ouvrages collectifs. Citons par exemple Les outils du navigateur avec Richard Texier en 1998, Rochefort et l'estuaire de la Charente, illustré de très belles aquarelles, de Denis Clavreul en 2008, La mer à l'encre, 3 siècles de cartes marines du Moyen-Âge au siècle des Lumières en 2010, Peur bleue, Prendre la mer à la Renaissance, avec notamment Michael Augeron, que nous connaissons bien en 2007, etc. Voilà donc en quelques lignes le rapide portrait de notre nouvel académicien, dont on aura compris combien sa présence parmi nous relève d'une évidence et d'une promesse à des usages nouveaux, et d'une promesse. Cette sorte d'axiome glané dans ces pages, convertir la mémoire à des usages nouveaux, loin de toute nostalgie, dit-il, mais toujours à la poursuite du réenchantement des lieux. Réenchanter la Saintonge, toujours recommencer, comme la mer, voilà un beau et fier programme. Pour ce faire, Emmanuel de Fontaigneux embarque aujourd'hui à bord d'une frégate qui a pour nom Académie de Saintonge, et son équipage le salue chaleureusement et lui crie « Bienvenue à bord » et ils sont tous les voiles. Merci. Alors, merci à Alain Calavillégier de s'être penché sur mon cas, d'avoir analysé mon itinéraire pour en tirer une trajectoire. Non seulement son texte met un ordre savoureux dans mon passé, mais il indique aussi le chemin d'un possible accomplissement. Donc, ayant évolué l'espace d'une vie, du Riesling au Pinot, je serai la victime d'une forme aiguë de saintongisation. Alors certes, je suis un parachuté. Mon patronyme est provençal. Fontaigneux, c'est un coin de Marseille aujourd'hui dans les quartiers nord. Mais voilà, les tribulations de la vie militaire de mes aïeux ont fixé mes origines directes en Alsace, qui est mon pays d'enfance et qui est aussi fait de sombres forêts et de moyennes montagnes, comme chacun sait. Mon père et ma mère y sont nés et j'ai fait pareil. Mais depuis longtemps, et avec bonheur, j'ai troqué le grès rose et la ligne bleue des Vosges pour les pertuis limoneux du littoral, les roselières vibrantes de la Charente, la clarté des ciels de Saintonge. Mes études ont été prosaïquement parisiennes, classe prépa à la Canale à Sceaux, école normale supérieure à Saint-Cloud, Sciences Po à Paris, Sorbonne, école des hautes études, etc. À vrai dire, j'ai pas mal tâtonné, glané quelques lauriers, mais aussi vécu la frustration de passer mes 20 ans à bûcher d'interminables concours. J'étais un littéraire, sans aucun doute, amoureux de cartes et d'estampes peut-être,
mais très désireux de rallier enfin la vraie vie, et telle que je l'imaginais, cette vraie vie devait nécessairement se cristalliser dans une forme entrepreneuriale à inventer. Un peu de recherche en histoire sur la Révolution française, avec Jean Tullard et Pierre Nora, quelques tentatives du côté de l'édition et de la communication, et finalement, un chemin s'est ouvert pour moi dans la mise en valeur du patrimoine en partant d'un lieu particulier, le manoir du Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci à Amboise. Léonard y est mort en 1519, parmi tant d'autres passages. Au moment de mon intervention, il n'y avait pas le moindre original de Léonard de Vinci dans cette maison, mais qu'importe, ou plutôt tant mieux, car j'ai pu aider l'heureux propriétaire des lieux à inventer et positionner une offre attractive autour de Léonard de Vinci, ingénieur. J'ai pu scénariser un parcours, mettre en scène un contenu avec des mots et des images, quelques objets, les fameuses machines de Léonard de Vinci, et la fréquentation a décollé. Alors, fort de ce succès, nous avons développé une petite structure de conseil auprès des collectivités territoriales, dans un domaine alors nouveau, l'ingénierie culturelle. J'ai pu me frotter à quantité de châteaux, d'abbayes, d'événements, de lieux mémoriels, devenant un spécialiste acceptable du musée sans collection. Mais je voudrais évoquer ici une autre imprégnation, celle de mon service militaire, comme l'a dit Alain tout à l'heure. La chance m'a permis de partir en 1984 en Nouvelle-Calédonie comme aspirant de marine. Et cette période m'a transformé. Alors, est-ce que c'était la situation électrique produite dans l'île par le soulèvement indépendantiste kanak, c'était dans ces années-là, ou l'obstination ritualisée des marins qui aiguisent sans relâche leur capacité à repousser un ennemi qui ne vient jamais, ou tout simplement la beauté du Pacifique Sud. Enfin, quoi qu'il en soit, je me suis promis alors de revenir vers la mer si la vie m'en offrait la possibilité. Et le hasard fait bien les choses. Une annonce est passée un jour à ma portée. Corderie Royale cherche directeur, et j'ai pris la direction du Centre international de la mer, association loi 1901 dont le rôle est de diffuser l'idée maritime à partir de la Corderie Royale de Rochefort. Bon, heureusement, ma femme a accepté de me suivre dans cette aventure loin de Paris, et nos 3 enfants sont nés à Rochefort. Alors, selon Éric Orsena, qu'Alain a cité tout à l'heure et qui a présidé très longtemps l'association CIM, et que je cite, « Qui n'est pas tombé en mal d'amour pour l'un de ces miracles de cet art majeur, l'architecture, ne mérite pas de voir. Depuis 30 ans, la Corderie trône au milieu de ma vie. Alors, est-ce que c'est le mystère de sa flottaison, sa capacité à tutoyer le vide du marais, autorisant l'échappée mentale vers l'océan, ou même le quantum d'imaginaire qui subsiste dans l'ancien arsenal de Colbert, ce rêve d'ingénieur? Toujours est-il que l'interminable encablure de pierre blanche m'apaise, me parle, me ravit. Et quelle meilleure manière d'expliquer ce qu'était la vie d'un grand arsenal de marine au temps de la marine à voile que d'y reconstruire un grand navire chargé d'histoire face au public, l'Hermione. L'Hermione, cette cathédrale de bois et de chanvre, est une autre machine à transporter l'imagination. En tant que secrétaire de l'association Hermione Lafayette de 1993 à 2016, j'ai pu participer à cette entreprise, hors norme, de reconstruction de ce bateau, une entreprise faite d'amitié, de défis. Comment faire naviguer aujourd'hui un navire d'hier, voire de transgression en fait, à vouloir ainsi remonter le cours du temps. Le projet Hermione à Rochefort fut une utopie, une folle entreprise, mais pleine de sens. Et d'ailleurs, je cite assez volontiers le très joli mot d'un visiteur. Je cite, « L'Hermione, c'est un voyage, j'arrive pas à me relire, de chêne dans la mémoire de la mer. » Voilà donc un symbole de départ et d'amarre largué. Après une escale rochelaise de quelques années, des responsabilités d'élu auprès des musées de La Rochelle, j'ai récemment choisi de me fixer dans le sud du département, à Cozes. Alors, cher Alain, l'idée d'un imaginaire saintongeais qui sentirait l'iode me convient parfaitement. Une Saintonge des mers,
et les bouts du monde. Et si vous le permettez, je voudrais terminer avec ces deux vers de Paul-Jean Toulet, qui est un formidable poète. « Le rêve de l'homme est semblable aux illusions de la mer. » Je vous remercie. Bienvenue à Emmanuel de Fontaigneux à l'Académie de Saintonge. Un autre nouvel académicien nous rejoint cette année. Il s'agit de Christophe Lucet et c'est Christine de Ponchalon qui l'accueille dans notre académie. Christophe, bienvenue à vous. En ce 9 octobre, l'Académie de Saintonge est donc très heureuse d'accueillir Christophe Lucet, journaliste à Sud-Ouest et écrivain. À travers son regard, qu'éclaire une belle humanité, vous ne pouvez pas l'avoir loupé, apparaissent deux hommes qui lui sont infiniment liés et que l'Académie de Saintonge a compté dans ses rangs. Tout d'abord, Pierre-Henri Simon, né à Saint-Fort-sur-Gironde en 1903, et à qui nous rendrons un vibrant hommage en partenariat avec la ville de Saintes en 2023. Intellectuel engagé, historien de la littérature, essayiste, romancier, poète et critique littéraire, il a été élu à l'Académie française en 1966 et reçu sous la coupole en novembre 1967. La Saintonge est l'endroit où, mieux qu'ailleurs, je fixe mes souvenirs et mes songes, disait celui qui fut cofondateur et directeur de l'Académie de Saintonge, concluant par cette phrase touchante la séance publique de 1972. Pour les directeurs et directrices qui lui ont succédé, je cite, « Il n'existe pas meilleure introduction à ce qu'est l'Académie de Saintonge, une compagnie dédiée au rayonnement de sa région et à l'expression de l'attachement qu'on lui porte. » Pierre-Henri Simon, nous en reparlerons prochainement, donc grâce à l'exposition qui se met en place. Parmi ses nombreux engagements, la prise de position contre la torture, écrite à l'époque de la guerre d'Algérie où il était osé d'aborder le sujet. Fait prisonnier en 1940, il fonda avec ses camarades d'infortune en Allemagne une petite université. Il y prononça notamment une conférence, Ma Saintonge, et rédigea un roman d'analyse psychologique, L'affût, paru aux éditions du Seuil. Le père de Christophe, nous y arrivons. Jean-Louis Lucet fut, au cours de sa carrière diplomatique, ambassadeur de France au Sénégal, en Israël, en Italie et auprès du Saint-Siège. Ancien vice-président du Secours catholique et ancien président de France-Italie, il participe au conseil d'administration de l'Œuvre d'Orient et fait partie de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je m'éloigne de mon texte. Je crois que les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre peuvent entrer à cheval dans les églises. Est-ce que votre père a usé de ce privilège? Mon père n'était pas un grand cavalier, donc il n'a jamais eu à prouver que c'était vrai. Par contre, je sais que depuis la plus haute existence de cet ordre de chevalerie, c'était en effet un privilège. Voilà. Je ne sais pas s'il a été utilisé très longtemps, mais en tout cas, c'est tout à fait exact. Quel dommage. Oui. Donc, votre père est membre honoraire de l'Académie de Saintonge. Et nous le remercions d'avoir travaillé parmi nous. J'en perds le fil. Gendre de Pierre-Henri Simon, donc votre père a valorisé l'œuvre de son beau-père, pour qui il avait une grande affection, par des expositions, des colloques, des conférences et des présentations d'ouvrages. Je cite, « Mon père a découvert la Saintonge qu'il a épousée en même temps que ma mère Jacqueline, surnommée Jacotte. » C'est bien cela. C'est ça. Vous êtes le digne héritier de cette lignée empreinte d'humanisme, talentueuse, soucieuse de la transmission de la connaissance, toujours prête à s'interroger sur le monde qui l'entoure. Enfant, votre esprit s'est ouvert au gré des postes occupés par votre père à l'étranger. Votre voie est bientôt tracée. Après avoir suivi des études de lettres, vous intégrez à Paris le centre de formation des journalistes. Vous voici en poste à Aden, au Yémen du Sud, détaché auprès de l'ambassade de France en tant que conseiller culturel, après avoir travaillé pour Radio France Internationale. Vous avez tous la bougeotte, hein? En 1986, vous intégrez les rangs du journal Sud-Ouest aux agences de Périgueux, Agen, La Rochelle, Bordeaux. Voici revenu.
Vous êtes nommé à Sud-Ouest Dimanche en 1999. Éditorialiste depuis 2010, vous rejoignez la rédaction générale où vous êtes responsable de la rubrique internationale de Sud-Ouest. On y revient. La géopolitique m'intéresse, dites-vous. Le Moyen-Orient, les relations Ouest-Est, la Chine, le conflit en Ukraine. Vous êtes l'auteur de plusieurs préfaces, dont l'une consacrée à la réédition du roman de Pierre-Henri Simon, Elsinfort. Est-ce que c'est Elsinfort ou Elsinfort? Elsinfort. Elsinfort, par les éditions du Croix-Vif. De nombreux sujets retiennent votre attention, comme la littérature ou la poésie. Vous rejoignez le conseil d'administration du Festival international du film d'histoire de Pessac, organisé depuis 1989, autour d'une sélection thématique. L'édition 2022 se déroulera en novembre sur le thème masculin-féminin. Vaste programme, aurait dit le fondateur de la Ve République, et aujourd'hui on dirait il va y avoir des empoignades. Hein? Oh. Christophe Lucet occupera le 18e siège de l'Académie de Saintonge, succédant à Jean Combes. Je suis heureux de faire partie de ce réseau académique, composé de personnalités venant d'horizons différents, qui ont du vécu et sont ancrés, comme moi, en Saintonge. C'est bien cela. Bienvenue à vous, Christophe Lucet, et bienvenue à l'Académie de Saintonge. Merci Christine. Merci aussi à Nicole. Voilà, Nicole qui avait donc rédigé ce texte que Christine, tu as eu la gentillesse de lire. Voilà, je suis très heureux. Pardonnez-moi, je sors mes lunettes parce que ça devient... Voilà. Alors, mesdames et messieurs les académiciens, chers amis, mesdames et messieurs, alors en qualité de nouveau membre de cette belle institution, je voudrais vous adresser quelques mots pour vous remercier de m'accueillir ici, parmi vous. J'en suis heureux, honoré, conscient aussi des devoirs que cela implique, car c'est une noble tâche et lourde aussi, mettre en valeur les traditions, le patrimoine, la culture de notre Saintonge, au sens large, mais aussi l'esprit d'entreprise, d'innovation des femmes et des hommes qui la font vivre et qui la conduisent, en tout cas je l'espère, vers l'avenir. Alors puisque j'ai été appelé pour prendre sa suite sur ce 18e siège, c'est bien entendu de Jean Combes que je veux vous parler en premier. Sa disparition il y a quelques mois nous a attristés, tant il avait conquis les esprits et les cœurs depuis son entrée à l'Académie en 2003. S'asseoir sur le 18e siège qui était le sien, celui donc du maire de Saint-Jean-d'Angély, qu'il a été très longtemps, donne le sentiment de s'abriter sous un grand arbre dont je voudrais dire quelques mots des fruits qu'il a engendrés. Ces fruits, c'est l'amour de l'école, voilà, le service de la République, le sens de l'action publique, le goût de la culture, la connaissance intime du pays charentais et de son histoire. Alors Jean Combes n'était pas saintongeais, encore un immigré, était aveyronais de naissance, mais Jean Combes était devenu incollable sur les particularités de son département d'adoption. Il en avait une vision large, s'intéressant aussi bien à la période révolutionnaire qu'à la Seconde Guerre mondiale, au paysage de Saintonge, qu'aux villes dont il a édité un certain nombre de guides. Enseignant dans l'âme, promu à l'inspection de l'éducation nationale, il était un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'institution scolaire. L'historien était un homme de terrain, passionné de pédagogie, une qualité bien utile pour réussir dans la vie politique locale, qu'il s'agisse de sa chère cité angérienne ou du conseil régional où il a siégé pendant plusieurs années. Pétri d'une solide culture, Jean Combes nous laisse le souvenir d'un homme de bonté, d'enthousiasme, d'amitié, ayant noué parmi vous, chères académiciennes et chers académiciens, des liens d'autant plus profonds qu'ils préexistaient à son élection. Et je suis heureux que mon prédécesseur à ce siège ait pu connaître mon grand-père Pierre-Henri Simon, mort il y a tout juste 50 ans, en septembre 1972, et dont Christine de Ponchalon vient d'évoquer rapidement la figure. Je veux bien entendu rendre ici hommage, moi aussi, à cet aïeul illustre qui, avant de siéger à l'Académie française à partir de 1966, fit partie 10 ans plus tôt des fondateurs de celle de Saintonge avec le chanoine tonnelier, participant activement à ses travaux, en dépit de ses lourdes charges de professeur et de critique. Je sais combien il a aimé cet effort collectif, ses rencontres, ses amitiés, ce retour régulier au pays natal où il puisait la sève de ses romans et de sa poésie.
Un demi-siècle, donc je l'ai dit, après sa disparition en 72, 120 ans après sa naissance en 1903, 65 ans après la naissance de notre académie, les horloges donc, sont alignées pour que nous lui rendions hommage sous forme d'une exposition thématique qui sera présentée au printemps et à l'été 2023, ici même en Saintonge. Alors, il s'agit de Saintes, il s'agit de Jonzac, peut-être de La Rochelle, nous sommes en train d'y travailler. Nous y montrerons que bien des sujets qui jalonnent notre actualité, le service de la cité et du pays, les drames de la guerre, les déplacements de population, la lutte contre l'injustice, ont été au cœur de son engagement et pardon, pardonnez-moi, je suis un peu ému. Voilà, au cœur de son engagement de citoyen et d'intellectuel chrétien. Alors chez lui, ça c'est quelque chose de très important. Je pense que pour nous tous, l'universel et le particulier, ce lien qui est toujours une tension. Donc pour lui, il voyait vraiment le lien entre les deux, en dialogue fécond dans l'esprit d'une Saintonge. Voilà, la Saintonge pour lui, c'était ça, le particulier et l'universel, fière, ouverte sur le monde. Et pour poursuivre brièvement dans ce registre filial, permettez-moi de... Pardonnez-moi. Excusez-moi, je suis un peu ému. Voilà, parler de la famille, c'est toujours un peu émouvant. Voilà, je voudrais aussi saluer le travail de mon père, Jean-Louis Lucet, lui aussi membre émérite de notre académie. Alors, il aurait beaucoup voulu être là parce que, bon, évidemment, il est d'esprit avec nous. Il est membre toujours. Il le vit. Simplement, bon, il a un petit peu de mal à se déplacer aujourd'hui. Donc, voilà, de Ville d'Avray, il vous salue. Je voudrais aussi rendre mémoire et rendre hommage à ma maman qui nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, donc, et mon grand-père et mon père, donc, ce sont beaucoup, donc, je veux dire, employés, donc, à transmettre l'héritage intellectuel, moral, donc, de tout ce travail familial. Alors, je pense en particulier aux postfaces, aux préfaces que mon père, avec son talent de critique littéraire, donc, a consacré à plusieurs ouvrages de Pierre-Henri Simon, réédités il y a quelques années par Le Croix-Vif. Voilà, donc me voici donc parmi vous. Bon, on m'a assuré, Madame la Présidente, qu'il n'y avait aucun népotisme dans ce choix, hein, aucun népotisme dans ce choix, donc de me faire membre de l'Académie de Saintonge. Alors, je ne veux pas faire injure à votre discernement, hein, et j'accepte volontiers donc, que mon propre parcours de journaliste, aux curiosités diverses, ait pu retenir votre intérêt. Vivant à Bordeaux depuis plus de 30 ans, à faible distance de notre maison familiale de Saint-Fort-sur-Gironde, je tâche, à la place qui est la mienne, donc éditorialiste à Sud-Ouest, de cultiver l'attachement au lieu et l'esprit d'ouverture. J'y suis aidé aussi bien par la culture familiale, ouverte sur le monde, merci Christine de l'avoir rappelé, que par le tempérament saintongeais, qui oscille toujours entre le proche et le lointain, les espaces familiers et les horizons désirables. Dans mon journal, j'ai toujours trouvé autant de plaisir à réaliser un reportage à l'étranger qu'un reportage dans nos départements, et puis autant de plaisir à animer le réseau de nos correspondants à l'étranger que d'alimenter les pages locales et les pages régionales du journal. Au fil des ans, j'ai pris le temps de sortir un peu du périmètre des obligations quotidiennes, et surtout, grâce à elle, puisqu'elle me désignait des champs nouveaux à cultiver. Histoire, préhistoire, rencontre avec des artistes, des écrivains, du goût pour la musique, mélomanie, voilà, des violons d'Ingres qui m'ont permis de suivre à ma façon le conseil que m'avait donné mon père quand j'ai choisi de devenir journaliste. Il m'avait dit, Christophe, c'est un très très beau métier à condition d'en sortir. Alors moi, je l'ai pas écouté, j'en suis pas sorti, parce que le journalisme, pour moi, c'est quand même un espace de liberté, c'est un espace de rencontre, une incitation à bien écrire aussi. Voilà, je n'oublie pas que Pierre-Henri Simon a été souvent un chroniqueur, hein, et presque un journaliste, hein, au meilleur sens du terme. Et j'ai toujours vu mon autre grand-père et mon père, tous les deux diplomates, côtoyer des journalistes et des écrivains. Voilà, nourri par ces exemples, content de contribuer à mon tour à des travaux utiles, je vous remercie de m'accueillir. Merci. Bienvenue Christophe Lucet au 18e siège donc, de l'Académie de Saintonge. Bienvenue à tous les deux. L'Académie est enrichie de votre présence dans ses rangs. Je vais vous demander maintenant, mesdames et messieurs, d'accueillir de nouveau Manuel Audiger et son ensemble de saxophones qui vont nous rejoindre sur scène et pour nous faire écouter
justement, cette jolie musique que Manuel Audiger promeut dans son école de Saint-Hilaire de Villefranche. Et puis pendant qu'il s'installe, je vais en profiter pour vous dire, pour vous expliquer, pour vous raconter pourquoi à l'Académie française, il y a des fauteuils et à l'Académie de Saintonge, des sièges. Eh bien, à l'Académie française, c'est Madame Hélène Carrère d'Ancos qui me l'a raconté, il y avait des sièges aussi. Les académiciens s'asseyaient sur des bancs, des tabourets du temps de Louis XIV. Et puis, un siècle plus tard, sous Louis XV, l'Académie a élu un nouveau membre et c'était un prince du sang qui avait beaucoup de talent également dans les domaines des sciences ou de la littérature, mais qui avait tout de même un rang à tenir. Et ce prince a fait, la veille de sa première réunion de travail à l'Académie, a fait porter par ses serviteurs un fauteuil pour que le prince puisse quand même être assis sur un siège qui convenait à sa dignité. Alors les académiciens qui avaient un grand sentiment d'égalité étaient un petit peu perturbés par cette affaire, mais n'osaient trop rien dire. Seulement, l'histoire est parvenue aux oreilles du roi Louis XV, qui avait finalement beaucoup d'esprit et qui a décidé dès le lendemain de faire porter à l'Académie française 39 autres fauteuils afin que tous les académiciens soient assis sur le même, disons sur la même hauteur, sur le même siège et avec la même dignité. C'est pour ça que depuis lors, l'Académie française ne parle plus de ses sièges mais de ses fauteuils, tandis que les autres académies comptent toujours leurs membres en parlant du numéro de leur siège. Voilà, c'est une belle histoire que je voulais vous raconter qui a permis à Manuel Audiger de s'installer et de nous dire peut-être ce que nous allons entendre. Mesdames, Messieurs, ne croyez surtout pas que je suis remonté sur cette scène pour avoir une deuxième bourriche d'huître. Voilà, nous avons été Une deuxième bourriche d'huître. Nous avons été donc demandés pour une petite prestation de l'école. Je ne suis pas venu avec des enfants, j'ai préféré venir avec des adultes, parce que c'est toujours une richesse d'avoir des adultes dans une école de musique associative, parce qu'on a toujours besoin, et ils sont toujours là. Donc je pense que c'est bien l'occasion de les remercier, de participer donc à ce grand moment. Je vous présente Serge au saxophone alto, Bernard au saxophone baryton, et Jacqueline au saxophone ténor. Cet instrument a été inventé en 1846 par Adolphe Sax, et c'est en 1921 qu'un saxophoniste de la garde républicaine, Marcel Mull, a décidé pédagogiquement de propulser un petit peu cet instrument. Donc il a créé des méthodes, des transcriptions pour saxophone et piano ou orchestre, et puis un répertoire de musique de chambre pour un quatuor de saxophone. Nous allons vous interpréter deux morceaux de ces transcriptions, en commençant par la marche des soldats de plomb de Gabriel Pierné, suivi d'un andante du quatuor numéro 1 de Tchaïkovski, qui à la base était pour un quatuor à cordes. Et nous terminerons par un petit ragtime de Scott Joplin.
Merci, merci beaucoup à tous les quatre de nous permettre ainsi de terminer en beauté grâce à vous et dans cette très belle humeur dans laquelle vous nous mettez cette journée, qui était d'ailleurs dans une très belle humeur depuis le début, mais c'est encore mieux de terminer sur ces notes que vous nous avez offertes et qui nous font grand plaisir. Merci à tous les quatre. Mesdames et messieurs, je vous dis à l'an prochain pour voilà, une nouvelle cérémonie des prix 2023 de l'Académie de Saintonge. À très bientôt. Bonne soirée à tous.